Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendezvous with Quentin and Thibaut and la creme de la creme of the French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Gomet et je suis en compagnie de Thibaut, comme d'habitude. Salut Thibaut. Salut tout le monde. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Bah écoute, plutôt pas mal, j'ai l'impression qu'on est un peu plus près que d'habitude. Ouais, tu dis ça maintenant, on verra dans 10 minutes. Ouais, on verra. Bon, aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour nous deux puisqu'on accueille Pauline Thomas. Bonjour Pauline, comment ça va ? Salut, bah ça va. Pour le moment, ça va. Je crois que tu peux raconter, Quentin, pourquoi est-ce qu'on a l'air tous un peu crispés comme ça et tendus dans l'attente de l'échec. Ah bah vas-y, je t'en prie, je pense que tu peux l'expliquer aussi bien que moi. Ok, c'est vrai. Mais c'est quoi ? C'est le 3e enregistrement qu'on fait et il n'y a pas encore un seul épisode qui est sorti. Donc c'est qu'on a eu quelques problèmes techniques à chaque fois. On en a eu un avant la crise sanitaire du moment. Je crois que c'était juste avant qu'il y ait le confinement, il me semble. Ouais. Où les micros nous avaient complètement abandonnés, ou le logiciel. Enfin, on n'a toujours pas compris ce qui s'était passé, mais on n'a pas pu enregistrer. On avait quand même eu une bonne conversation, donc c'était intéressant. Et ça nous a aidé à préparer l'épisode. Et puis la dernière fois, c'était Internet qui t'a lâché, Quentin. Et on t'a vu disparaître et ne jamais revenir. Ouais, la dernière fois, c'était ni plus ni moins vendredi dernier. Et la toute première fois, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'était en mars et c'était effectivement juste avant le confinement. C'était un jeudi soir, je crois. Le jeudi qui précède le confinement. Et là, en plus, c'est dommage parce qu'on était quand même dans un super dispositif où on était avec toi, Pauline, au laptop. On avait du bon saucisson, des bières. Tout était a priori plutôt bien parti, mais ça n'a pas voulu fonctionner. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on est... Tant mieux parce que j'ai retravaillé sur le bouquin et du coup, en mars, je n'avais pas encore complètement fini le process. Donc, du coup, c'est bien. Ça tombe bien. Bon, et bien top. Donc, Pauline Thomas, je vais te présenter en quelques lignes et tu me reprendras s'il y a besoin de compléter. Mais donc, Pauline Thomas, designer, entrepreneuse, artiste, conférencière. Tu es notamment connue pour être effectivement la fondatrice en 2011, si je ne me trompe pas, du laptop. Donc, il y a un centre de formation, tu vas nous en parler, mais notamment centré sur les métiers du design. Tu es plasticienne, je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai dit artiste, oui, c'est ça, intervenante à l'ENSP et surtout, parce que dans le cadre de Gomet, c'est ce qui nous intéresse, tu es Sprint Master depuis 2015. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique du sprint, se dire qu'une Française Sprint Master depuis 2015, il y a forcément une histoire là-dessous, puisque le bouquin est sorti en 2016 et que donc la plupart d'entre nous ne sont Sprint Master au maximum que depuis 2016. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que tu es notre doyenne à tous. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien vieillir, moi, donc ça va. Oui, tout à fait. Et tu as notamment passé 5 ans chez Google entre 2014 et 2019. Donc là, on vient de donner un indice sur la raison pour laquelle tu es Sprint Master depuis 2015. Tu vas nous raconter tout ça, dans tous les cas, dans le détail. Et en plus, méga news, et on est hyper content du coup de t'avoir pour toutes ces raisons-là avec nous. Déjà, sur ces raisons-là, ça aurait suffi, mais ensuite, tu es également l'auteur, vu que tu viens de le dire, d'un livre dédié au design sprint qui s'appelle Le Design Sprint en pratique, qui est édité chez Erol et qui sortira très bientôt. Donc, tu vas nous dire quand, puisque la date a changé, je crois, puisqu'on devait déjà en parler en mars, et il devait sortir en juin, si je ne me trompe pas. Et finalement, et heureusement pour nous, la sortie a été repoussée. Donc, le timing est excellent. Merci. Voilà, c'est ça. Et donc, il va sortir quand ? Tu as l'info, Pauline ? Alors, normalement, le 8 octobre. Voilà. Là, j'ai fait hier soir à minuit ma dernière relecture. Tu vois, plus que 21 commentaires. Donc là, c'est bon, là, c'est prêt. Il faut juste faire les corrections et envoyer imprimer. Et tu l'as lu combien de fois, le livre, déjà ? Écoute, ça se lit très bien. Et je l'ai lu, franchement, non, je l'ai lu franchement plusieurs fois, mais en petits bouts, quoi. Mais au moins, oui, 4 fois en entier d'une traite. Et en fait, je me dis, ça va être horrible, mais en fait, non, ça va, ça se lit correctement, quoi. C'est pas... Enfin, voilà, j'ai essayé de faire de l'humour et tout. Je sais que ça soit un manuel plutôt sympathique et... Enfin, voilà, plutôt cool, quoi. Enfin, voilà, c'est un truc qui vous accompagnera, j'espère. Et tu as communiqué un petit peu sur la sortie de ton livre ou pas du tout pour l'instant ? Parce que je sais que tu t'en parles vite fait sur ta biographie pour ceux qui la regardent, enfin ta biographie, voilà. Ta présentation sur LinkedIn, on va dire. Et donc pas trop. Donc, ok.
Non, mais parce que je ne sais pas faire, c'est que je n'ai pas le temps. Mais par contre, non, mais quand il sortira, quand il sera dans mes mains, je me dirai, ah, là, tu es là, peut-être que je vais faire quelque chose. Mais en fait, je donne l'information à mes apprenants, aux alumni, tous les gens qui suivent ma formation, donc j'en ai quand même pas mal. Et donc, je vais d'abord communiquer sur notre Slack et puis peu à peu, faut qu'on monte une page sur notre site, etc. Donc, du coup, comme c'est pas encore prêt, tu vois, je préfère pas trop communiquer. Mais bon, voilà, après, c'est un livre de méthode, du coup, enfin, il va pas se... Enfin, il va avoir sa vie, quoi. Donc, j'ai le temps, quoi. Voilà, c'est bon, quoi. On a le temps maintenant, rien n'est urgent. Bon, on a un peu la primeur finalement, donc c'est cool, Yes, on est ouais, content. tout à fait. Effectivement, ouais. Ouais, bon, bah, c'est top, c'est top. Et c'est d'autant plus top qu'effectivement, lors de ce premier épisode raté, comme tu l'as dit, Thibaut, on en a parlé longuement finalement pendant que j'étais en train j'étais plongé dans les réglages de Reaper, à essayer de faire fonctionner un truc que j'ai jamais réussi à faire fonctionner. On en a parlé longuement, on a pas mal rigolé et surtout, on s'est rendu compte avec Thibaut après, quand on en a reparlé, qu'il y avait énormément de choses à dire. Ce qu'il faut savoir quand même hein, pour les auditeurs, c'est que Pauline, tu nous as transmis un sommaire qui fait 9 pages. Voilà. Oui, Donc, oui. donc Non, c'est on vrai. n'a pas lu le livre nous-mêmes, hein, pas encore, mais par contre, on a un sommaire qui est juste un teasing de malade de 9 pages sur le design sprint. Et on peut déjà vous assurer que c'est un véritable pavé dans la mare, d'une certaine façon, par rapport Un à, peu, ouais, je pense, ouais. ouais, on va avoir la chance de rentrer un petit peu dans le détail effectivement sur le sujet. Et du coup, pour l'annoncer maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour la première fois chez Gomet, alors ça fait pas très longtemps qu'on existe et on n'a pas encore fait énormément d'épisodes, mais là, ça vaut le coup quand même avec une invitée de ta trempe, avec ton expérience et avec tout le travail que tu as fait sur ce livre, de pouvoir faire plusieurs épisodes finalement dans lesquels on va prendre le temps de rentrer un petit peu plus en profondeur sur différents aspects que tu abordes dans le livre. Donc ça va valoir le coup. Donc on va être on n'a pas encore défini très précisément, mais on peut bien compter 3, 4, 5 épisodes. Allez, on tire un Oh peu. là là, il gratte, regardez-le. Moi, je gratte. Voilà, je suis comme ça. Mais non, voilà. Alors, sur les sujets qui vont être abordés, on va rentrer un petit peu dans le détail méthodologique. Donc, j'espère que ça va plaire, et j'en suis sûr hein, que ça va plaire un petit peu aux nerds, comme dit Ah Steph ouais. Non, Cruchon, c'est aux un nerds du truc pour design les sprint. nerds, hein. Franchement, ouais. Accrochez-vous, les gars. Parce que c'est vraiment un truc de nerd. Ouais. Ouais, sans en dire plus, il y a un chapitre quand je l'ai vu dans le sommaire. Là, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant et c'est celui il donne très très envie de lire le livre aussi là, celui sur toute la facilitation. Genre, on n'en a pas Ah trop oui, vu en fait des tout livres à comme fait. ça et Mm, ça va être, ça m'a mm, donné bien envie. Voilà, alors du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'était effectivement des épisodes spéciaux sur la méthodologie en elle-même. C'est-à-dire, Pauline, tu vas nous expliquer un petit peu effectivement quels sont les concepts qui se cachent derrière, que tu as travaillé, les formats de sprint, parce qu'il n'y a pas non un sprint, mais plusieurs sprints, et je te laisserai nous dire combien il y en a. Mais globalement, on est dans ce qui ressemblerait plutôt à une sorte de design sprint system. On avait évoqué, quand tu nous en mm. avais parlé, on s'est dit, mais c'est une sorte de design sprint system finalement, ce que tu nous as pensé ici, versus le one size fit all de Jack Knapp. On reviendra un petit peu sur le sujet. Et c'est rigolo parce que le dernier invité qu'on a eu, c'était Steph Cruchon, effectivement. Et Steph ne jure, lui, que pour l'instant en tout cas, avant qu'il ait lu ton livre, mais que par voilà, la méthodologie 5 jours originale de Google et de Jack Knapp en l'occurrence. Donc ça va être hyper intéressant. Je pense qu'on va avoir plein de choses à dire. En tout cas, s'il fallait avoir un invité pour nous déculpabiliser de faire des adaptations dans nos sprints, c'est bien toi, je Ouais, pense. c'est clair. J'avoue. Libération. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est cool. Voilà, on peut commencer à proprement parler. En gros, je pense que ce qui pourrait être intéressant quand même de dire aussi, c'est que cet épisode-là, il est quand même dédié à d'abord avoir une introduction un petit peu générale, comme on fait d'habitude, sur toi, sur ton parcours, sur le laptop, pour qu'on ait un petit peu d'éléments de contexte. Tu vas évidemment nous donner un petit peu dans les grandes lignes ce qui se dit dans ton livre, mais on rentrera plus dans le détail un petit peu plus tard. Donc, parle-nous de Ok. ton parcours, voilà, de la découverte du sprint chez Google et Adobe. Voilà, parle-nous de ça un petit peu. Yes. Ouais. Alors, du coup, j'aime bien parler de cette transition parce que c'était il y a longtemps. Et en fait, c'était le moment où vraiment tout était possible. Il n'y avait pas encore de nom de métier. L'UX n'existait pas du tout
en France, donc on parlait de conception, réalisation. Donc moi, j'ai fait les Gobelins, donc j'étais conceptrice. Donc j'étais associée à une auteure multimédia. Et donc on avait conçu un DVD maxi, c'est-à-dire on intégrait dans du code en fait, de l'Internet. Et donc on avait eu plein de prix européens. Et ce qui nous a permis en fait voilà, de continuer à développer des choses. Et donc moi, avoir eu très vite en fait de l'attention de la part des entreprises qui m'embauchaient. Donc j'ai eu la chance d'avoir des postes toujours près de la direction. Donc j'ai conçu par exemple le site de l'INA, Archives pour tous, donc avec ma directrice et en fait un développeur et le président de l'INA. Et donc, c'était super parce que j'ai pu voir à 26 ans, j'étais toute jeune, en fait, ce qu'était une entreprise. Et je me suis dit, putain, j'ai pas envie de travailler là-dedans. Par contre, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand tu es là-haut, tu as accès à tout. Et en fait, moi, je n'avais pas encore l'âge, tu vois, je ne savais pas encore, tu vois, qu'il y avait des passes droits, que tout le monde ne pouvait pas rentrer par tous les chemins. Mais en fait, moi, je ne savais pas, quoi, donc j'y allais. Et je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, quand tu as la direction avec toi, tu peux tout concevoir, tu peux vraiment, tu as tous les soutiens. Donc, ce qui fait que j'ai eu cette chance-là, et puis c'est là où j'ai découvert les utilisateurs. Donc, c'est quoi des gens pour qui on travaille. Bon, c'était vraiment travailler sur les archives, sur les jeunes, comment en fait créer une marque en fait qui donne envie pour en fait créer tout un service pour que les gens s'abonnent, etc. Donc c'était un peu, en fait, le président voulait faire le YouTube des archives françaises, tu vois, les trucs complètement aberrants, quoi. Mais ça va pas marcher ton truc, je te le dis tout de suite. Alors, donc voilà, en gros, bon, ça c'est je vais pas vous expliquer toute ma période de l'INA parce que c'était vraiment trop riche. Mais après, voilà, j'ai rencontré des utilisateurs, etc. Et puis après, je suis partie en agence chez Usic. Et puis là, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on travaillait que pour le donneur d'ordre, donc la personne qui donne des sous. Et donc, je disais, mais attends, mais c'est pas possible, tu vois, c'est pas du tout éthique. Comment voulez-vous qu'on fasse un service qui marche si parce que tu me donnes de l'argent, je vais faire ce que toi tu me demandes, alors que l'utilisateur, il n'a pas du tout besoin de ça. Donc, je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel? C'est pas du tout logique. Donc, j'ai commencé à regarder, excusez-moi, je dis beaucoup de mots quand je suis passionnée. T'as le droit, t'as le droit. Enfin bref, je me suis dit, c'est pas possible, je vais aller voir en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, tout ça, s'il n'y a pas des métiers qui sont plus en accord avec voilà, les nouvelles technologies, tu vois, les services, pourquoi on fait les choses. Et donc, c'est là où j'ai découvert ce métier-là, UX designer. Donc voilà, du coup, j'ai passé des entretiens, puis je suis partie très vite en Angleterre, et c'est vraiment là où j'ai appris, donc c'était en 2009, où là, ben voilà, en fait, tout de suite, j'ai travaillé en atelier avec le client, avec des post-it, avec des recherches ethnographiques. Et du coup, moi, j'étais là pour modéliser la recherche, pour donner du sens en fait, à toute cette donnée pour activer les décisions. Je me suis dit, mais c'est trop cool parce qu'en fait, en 5 heures, tu vois, c'était réglé. Tu vois, on voyait le problème, on travaillait avec le client en direct et on pouvait concevoir des solutions. Donc, c'était extraordinaire. Donc, voilà, c'est pour vous dire. Et donc, moi, je me suis dit, on ne peut plus travailler comme avant, quoi. C'est fini, quoi. Les réunions et tout ça, c'est plus possible, les gars. Donc, quand je suis revenue en France, moi, j'étais à Bloc. Donc, je me suis dit, il faut que j'enseigne, en fait, ces méthodes-là. Donc, c'est comme ça que j'ai enseigné il y a 10 ans, du coup, l'UX au Gobelin, à l'Université Paris-Est, à Penningen, etc., à Strat. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est ma mission, les gars. J'ai appris un truc. Il faut vraiment voilà, on apprenne à travailler différemment. Et donc, c'est là où le laptop est arrivé dans ma tête, où je me suis dit, mais en fait, il faut des tiers-lieux, il faut des espaces qui ne soient pas normés, où c'est le bureau, où c'est la maison, voilà, où c'est là où on travaille, c'est là où on mange. En fait, je voulais un lieu de vie et de travail où on se rencontre. C'est un lieu où on a envie d'être ensemble, en fait. Donc, j'ai voulu, en fait, recréer cette dimension du travail. C'est cool, en fait, de travailler pour des choses qui nous donnent, enfin, voilà, pour lesquelles on est passionné. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'histoire. Donc, après, j'ai travaillé
j'ai eu la chance d'être embauchée par Adobe. Donc ça, quand même, merci les gars. Parce que quand même, j'avais créé Laptop en même temps. Donc la condition, c'est que je puisse travailler à Laptop, donc créer comme une entreprise toute seule et faire un temps plein à côté pour Adobe. Donc c'est normal, tout va bien. Donc, voilà, donc, du Qu'est-ce que coup, tu ils faisais m'ont chez permis de Adobe? faire ça. Alors j'ai été ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours, je pense, là-bas, c'est UX Engineer. Donc j'ai été chez IT, c'est un peu comme Alina. En fait, j'ai toujours travaillé dans les DSI, quoi, et c'était ça mon grand kiff, en fait, c'est de travailler avec les développeurs et les gens en fait qui exécutent en fait la vision de ceux qui décident et en fait de dire maintenant en fait c'est nous on travaille directement, on est la dernière pièce avant la dernière étape avant l'usage. Donc, du coup, on est complètement en prise avec les utilisateurs. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, du coup, c'est ce que j'ai essayé aussi. Mon boss, Samouman, qui a écrit la préface de mon bouquin, m'a permis en fait d'imaginer cette méthode qui soit donc je l'ai appelé le UX Sprint Plan, donc il y avait quand même sprint dedans. Pourquoi? Parce que les designers étaient intégrés dans le cycle agile, mais évidemment on était ultra mal utilisés, c'est-à-dire qu'on faisait des boutons, des maquettes, voilà, mais on n'était pas du tout consultés, tu vois, par le business. On savait pas pourquoi on faisait les choses, et donc personne ne savait, et donc tout le monde avançait un peu de manière absurde en fait dans le processus de conception et de développement. Et donc les projets prenaient des heures et des heures, et des années en fait. Et je me dis mais c'est pas possible les gars, on a autre chose à faire dans la vie quoi. Donc donc voilà, en gros c'est comme ça que je suis arrivée à créer déjà un premier type de sprint, mais de 2 semaines. Et voilà, pour finir, c'est que juste, je me suis dit, mais en fait, on n'arrive toujours pas à faire venir le business dans nos réunions. Et donc, on les avait alertés, voilà, on était identifiés, c'est bon, ils avaient compris que le design, c'était stratégique, mais malgré tout, il n'y avait pas de dispo. Donc, du coup, quand Google est venu toquer à ma porte et donc nous informer, nous former plutôt d'une semaine, une semaine seulement avec le business, les devs et les designers et tous les métiers et tout ça, je fais mais merci, c'est ça qu'il nous faut quoi. Et donc c'est là où j'ai quitté Adobe. Parce que j'ai fait putain, voilà, donc c'est ça, voilà. Je vais arrêter mon flow, je vous écoute. Et ça c'était en quelle année C'était en quelle année Donc ça? ça, c'était en 2014. Donc on 2000. a été formé chez Adobe chez Google en 2014, voilà. Et en fait, moi, j'ai été certifiée donc, quelques mois après, voilà, en début d'année 2015. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce moment un petit peu plus en détail? Parce que la question qu'on se pose, là, tu nous dis 2014, donc en fait, le sprint, il n'était pas encore officiel, on va dire. Donc, c'est-à-dire que Non, Google peut-être ouais, est venu c'était te vendre intéressant. en formation. Du coup, si tu pouvais nous raconter qui t'a formé, combien vous étiez à l'époque, et puis si tu peux nous Ouais, partager des souvenirs et des expériences. carrément. Ouais, c'était cool. Alors, en fait, donc, ce qui était chouette, c'est que donc on avait été, alors qui est-ce qui avait été sélectionné en France? C'est quelques personnes que je connaissais d'ailleurs, ou pas tous d'ailleurs. Il y avait Milan Butter qui était résident à Laptop, Joël Chilio qui est le directeur de l'agence Designers Team. Donc c'était en France. Il y avait Fyodor Tonti qui était hier aussi à Laptop. Et je ne sais plus qui. Bon, enfin bref, il y avait quelques personnes. Voilà, il y avait Sylvie Domal aussi. Bon, bref, on avait été sélectionnés pour participer au Google Launchpad chez Numa, pour en fait aider les startups à définir mieux leurs produits et voilà, développer une meilleure expérience utilisateur. Donc là, on a été sélectionnés. On a été, voilà, il y a eu plusieurs interviews aussi pour être, il y avait un petit process de recrutement. Et ensuite, je ne sais plus comment c'est passé, mais en tout cas, à un moment donné, ils ont lancé l'idée de se faire former donc, à Mountain View. Donc, ils nous ont tous payé le billet quand même, donc c'était trop cool. Donc, il y avait une quinzaine de personnes. Je pense que la première session, c'était une quinzaine de personnes.
Donc, il y avait plusieurs. Alors, ce qui est chouette avec Google, c'est que c'est international. Donc, en fait, c'est une grande communauté qu'on appelle GDE. Donc, on faisait partie de cette grande communauté, les Google développeurs experts, et nous sur le UX UI. Et donc, on avait un groupe d'Européens, donc des Allemands, des Français beaucoup. Et après, il y avait un autre groupe de Sud-Américains, des Américains, des Indiens. Enfin, voilà, donc c'était trop, trop cool. Donc ça, c'était chouette parce que en fait, tous les ans après, on se revoyait et c'était vraiment une petite communauté. Maintenant, ils ont fermé le programme, ils ont changé, mais je vais vous expliquer. Donc maintenant, donc on a été formé par Kai Haley, donc qui est venu à Paris pour notre conférence là, sur le sprint in, sprint out. Et on reviendra dessus. Et juste entre parenthèses, Kai est intervenu d'ailleurs sur l'event organisé par Steph Cruchon dont on parlait précédemment, là, sur Aussi, ouais. iToday. Elle est intervenue donc récemment et il y a des replays qui sont disponibles hein, si voilà, ça intéresse. Voilà, Steph, hein, petit coup de pouce. Mais Et on commence à les partager sur notre page LinkedIn qu'on est en train de paramétrer, de lancer un petit peu. Donc voilà. Très beau rebond. Très beau rebond. Maintenant, j'ai compris là, une approche totalement push. Voilà. Désolé, on revient à Pauline. Comme ça, je vous enverrai si vous voulez les conférences qui ont été. C'est sur notre page YouTube aussi. Ok. Donc ouais, du coup, Kai, donc à l'époque, elle était interaction designer. Donc elle travaillait. En fait, c'était un peu les projets. Vous savez, les projets. La journée pour le projet qu'on veut chez Google. Voilà, donc c'était la Spring Academy. Et donc, il y avait plusieurs personnes qui en fait, géraient, voilà, en fait, formaient les équipes. Donc, effectivement, elle travaillait avec JetNap. Mais alors, c'était trop marrant parce que c'était vraiment pas du tout, ça sortait du four, quoi. Enfin, c'était vraiment le prototype. Donc j'avais un groupe d'Allemands qui était ultra scandalisé parce que c'était trop le bordel. Franchement, c'était waouh. Et du coup, donne-nous ils étaient du détail. choqués. On veut du Ils détail. étaient sortis choqués parce que ça tenait pas debout. C'était pas assez carré. En fait, c'est vrai que tout le monde s'attendait, comme c'est Google, que ça soit ultra boum, 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 enfin, ultra séquencé, ultra clair. Alors, il y avait plein de choses très très bien. Mais c'est vrai que si on ne faisait pas déjà des ateliers, si on ne connaissait pas énormément de méthodes de design, franchement, c'est compliqué. Même les gens, certains des gens de chez Google qui géraient la communauté, qui étaient un peu formateurs et puis ne savaient pas répondre aux questions. Donc, Oui, c'était vraiment du... Et est-ce que tu peux nous dire, juste, alors peut-être en rentrant dans le détail un petit peu, mais parce que quand tu nous dis ça, on se demande, mais est-ce que c'était déjà ce qu'on connaît aujourd'hui ou du coup c'était complètement différent et ça a été affiné, optimisé? Ouais, si, ça va. Il y avait des trucs, mais c'était pas du tout. Ça pouvait pas comme ça être passé comme ça. Enfin, il fallait. Enfin, c'était. Non, en fait, moi j'ai. Non, il y avait plein de petites méthodes qui étaient similaires, ça, il n'y avait pas de problème. Mais par exemple, tout ce qui était les Spring Questions, je pense que. Oui, si, ils avaient ça, mais c'était un peu plus nébuleux. Parce que Jack Knapp, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il a réussi à rendre le truc ultra systématique et automatique et no discussion. Donc c'est ça la force de sa méthode. Après, c'est ce que c'est ce que enfin, je me dis en France, c'est un petit peu compliqué quand même de rendre les ateliers juste silencieux, juste on processe de l'information, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, voilà, il n'y avait pas du tout ça, en fait, dans ce qu'on nous a appris, le côté, à part, effectivement, time boxé, 5 minutes pour faire ça, pour faire des micro-interviews, nanana. Mais non, c'était vraiment pas... Et en fait, on voit... le problème, voilà, ce que je me suis dit, c'est que là, le projet était un peu tout pourri et en fait, on ne voyait pas la force de la méthode. Donc, je me suis dit, pour vraiment valider la méthode, il faut qu'on travaille sur un vrai problème. Donc, c'est pour ça que dans toutes mes formations, j'ai toujours un vrai client qui vient, qui débarque avec ses problèmes, avec sa manière de cadrer le truc, avec ses problèmes en interne, avec son budget limité, enfin, avec tout ce qu'on connaît d'un client, parce que c'est ça vraiment qui nous dit, ok, si avec le sprint, j'ai réussi à résoudre son problème, c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, j'ai testé vraiment sur un nombre de projets pas possible pour dire, ok, le sprint, ça marche. Parce que vraiment, sur tous les sujets, c'était bon, c'était génial. Franchement, il y avait un super résultat.
Parce que en fait, la formation Google que vous aviez faite, il n'y avait pas de mise en pratique. Ils vous ont présenté comme ça un espèce Oui. de framework, de concept de framework un peu nébuleux. Ah, oui, ils ont présent un petit framework et puis après, alors nébuleux, bon, ça va, c'est des méthodes de design, on connaît après, mais comment tu l'actives, tu vois, dans un temps ultra réduit, Hmm. combien de personnes dans le groupe, comment tu gères les restitutions, enfin, c'était encore, il y avait beaucoup, enfin, pour un Scrum Master, et c'était pas du tout suffisant. Mais par contre, oui, puis c'est un faux projet, mais c'est comme les workshops de Jack Knapp, c'est toujours des faux projets, il n'y a pas de vrai problème, il n'y a pas un enjeu important. Mais ça, c'est le problème des formations, je dirais globalement, c'est qu'effectivement, c'est trop coûteux. Ça, enfin, c'est de faire du sur-mesure à chaque fois. Mais bon, ça, c'est une approche. Enfin, c'est une autre approche, quoi. Donc Ok. voilà. Et vous pressentiez du coup à l'époque déjà que la méthode qui vous était présentée allait avoir l'impact qu'on lui connaît aujourd'hui. Tu disais au départ, on savait pas trop, on voyait pas très bien où est-ce qu'il voulait en venir, mais finalement, Alors, est-ce que oui. parce que Mhm. si vous avez réuni quand même tous qu'ils avaient pris le soin que Google avait quand même pris le soin de vous caster, de vous trier finalement sur le volet, de prendre les meilleurs, en tout cas ceux qu'ils avaient estimés comme étant les meilleurs, les plus matures ou les plus à même de comprendre où ils voulaient en venir, parce qu'ils innovaient radicalement dans leur méthodologie design. Ils avaient une petite idée derrière la tête. Alors, j'ai une double question. Donc, effectivement, est-ce que vous pressentiez que cette méthode allait avoir l'impact qu'on lui a connu, qu'on lui connaît aujourd'hui? Et puis, deuxièmement, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi, alors que les choses n'étaient pas encore complètement séchées, ils ont estimé que c'était à ce moment-là, même si ce n'était pas encore complètement sec, qu'il fallait commencer à en parler, à ouvrir à élargir la communauté? J'ai une Mhm. troisième question qui va avec celle-là. Est-ce qu'ils étaient déjà dans une démarche de diffuser la méthode très largement? En fait, parce que la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça en fait? Oui, c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Alors, dans le groupe, comme je vous disais, j'avais des gens qui étaient ultra circonspects. Enfin voilà, vraiment, et c'était pas, oula, c'est quoi ce truc-là? En fait, on le fait déjà, je vois pas pourquoi, enfin pourquoi Google, voilà, les gens se posaient la question, mais pourquoi Google me fait venir jusqu'ici pour m'apprendre ça? Bon, alors moi, ça tombait parfaitement parce que comme je m'étais pris la tête chez Adobe pour trouver le bon format, moi, c'était nickel, quoi. Franchement, une semaine, moi, je suis rentrée, mais j'étais à fond. Et d'ailleurs, je suis rentrée et j'ai fait un sprint direct, en fait, avec une agence, l'agence Babel. Donc, je fais mon premier sprint et du coup, c'est là où j'ai vu vraiment que ça marchait super bien. Donc, L'agence Babel, moi, juste, j'étais je fais une petite parenthèse. L'agence Babel, c'est une agence de communication, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, Et ouais. le sprint, tu peux nous en parler un petit peu, le sujet, avec qui tu as fait ça? Est-ce que, enfin, c'était un peu Bon. dans les règles de l'art ou tu as dû bricoler parce que c'était vraiment tout début, donc tu étais toute seule à Alors là, pouvoir. c'était au tout début. Oui, c'est bien ça. Ouais, effectivement, c'est une bonne question. Parce que c'est vraiment, là, c'est dans les règles de l'art. C'est-à-dire que j'avais potassé tout le déroulé, tu vois, combien de temps prendre. Parce qu'au début, ce qui est compliqué, c'est de savoir combien de temps dure une activité. Et voilà, comment tu fais parler les gens, comment tu passes enfin, combien de. Je sais pas, enfin, tous les matériels, tout est compliqué au début. Donc, moi, j'ai vraiment suivi ça. Pour ça, Google avait bien expliqué. Mais je pense que par contre, Google avait déjà un petit peu tweaké la méthode parce que même il y avait, après, il y avait quand même enfin, peu à peu ouais, ils n'étaient pas super d'accord quand même avec Jack Ma, parce que très vite, enfin, je fais encore une autre parenthèse, il faut qu'on se Digression. retrouve après dans le truc. C'est que très vite, Google a aussi s'est détaché du modèle 5 jours. Parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à le faire. Mais ça, du coup, on en reparlera parce que c'est la problématique du 5 jours. Donc, du coup, j'avais fait dans les règles de l'art, on m'avait proposé un projet. Et en fait, le jour même, donc j'avais étudié le truc, etc. Ben, moi, j'avais vu comment on pouvait le faire. Et le jour même, on me dit, bah, tiens, en fait, non, ce projet, on va pas le faire, on va faire ça. Donc, on a travaillé sur Michelin, sur un guide de voyage, quoi. Et je fais, ouais, ok, pas de problème. On était 25 sur le premier sprint. Je On me y suis va, dit, pas de souci. Hop, allez, j'achète les ça, Smarties. on fait péter. Et ben en fait, ça s'est ultra bien passé. Donc là, je fais OK. Donc en fait, j'ai compris qu'on pouvait ne pas préparer un sprint. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même connaître la durée des trucs, tu vois, de toutes les méthodes, mais tu peux arriver Attention à ce que comme tu dis, ça. Pauline. Il y a des gens qui vont partir billes en tête. On l'a dit dans Oui, le Ils vont premier avoir livre. quelques petites surprises. non, mais en fait, ça, c'est dans les premiers enseignements. Et après, tu vois, évidemment,
avec le temps, tu es quand même beaucoup moins stressé. Parce que d'après, plus tu progresses, plus tu vois les erreurs que tu fais. Enfin, plus tu évolues et tu dis, ah non, mais ça si j'avais eu du temps, je l'aurais fait différemment, etc. Donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que la méthode en soi, le déroulé, c'est vraiment un process, quoi. Tu peux juste le suivre. Voilà. C'est juste, c'est pas en tant que designer ou je sais pas, en tant que... Ouais, je trouve qu'après, il faut le travailler, il faut se l'approprier. Et après, il y a des choses pour vous qui sont hyper importantes, pour d'autres un petit peu moins. Pour moi, la parole est importante parce que c'est là où se jouent les... Enfin, voilà, tu peux faire changer tout le déroulé d'un sprint. Donc la préparation, pour ça, elle est importante dans certains cas. Mais il y a tout ce qui est définition de produit. En fait, tu peux le faire quand même assez... Enfin, vraiment, donc c'est sur les sprints zéro. Bon, ça, je vous en reparlerai. Tu peux aller assez vite avec l'équipe que tu connais. Enfin, voilà, et tu fais dérouler, tu fais avancer les gens. Mais sinon, par contre, pour tout ce qui est cadrage, là, il faut vachement préparer. Et très rapidement, tu en as fait combien avant de commencer à Enfin, j'imagine que les choses se sont faites au fur et Ah à oui, c'est un mesure, peu mais ça. Bah, franchement, alors attends, oui, c'est une bonne question parce que j'en ai fait. En fait, c'est vraiment au bout de la 10e fois où je me d'accord. suis dit, là, il y a des trucs qui vont pas. Là, franchement, ça serait plus utile comme ça. Ou ça, non, il faut vraiment prendre le temps là-dessus. Ou là, il faut que les gens travaillent plus ensemble. Enfin voilà, en fait, il y a plein d'endroits où je me suis dit, où c'est trop fatigant ça, donc tu peux pas mettre une activité comme ça juste derrière. Ou après, c'est même au niveau des paramètres de ton sprint, de ton lieu, etc. Enfin, tous ces trucs. Mais bon. Donc, ouais, au bout de la 10e, ouais, on va dire. Et alors, c'était quoi les premiers éléments qui sont tout de suite venus comme des problèmes dans la méthode originale et que tu as voulu modifier? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, attends, parce que là, il faut que je revienne loin dans ma mémoire. Donc, donc déjà, alors ça, c'est vraiment une question de client. C'est en fait comme forcément tu travailles pour un produit, pour un problème centré utilisateur, tu es obligé d'avoir des interviews. Enfin, t'es obligé. Alors là, pour moi, franchement, c'est ça que j'ai changé le plus vite et pour lequel je me différencie le plus par rapport aux autres types de sprint, c'est que je fais venir les utilisateurs systématiquement le premier jour. Parce qu'en fait, ça n'arrive jamais. Enfin, c'est très rare qu'il y ait des clients qui ont une vraie bonne recherche, des vrais bons insights et qui, même s'ils les ont, les gens qui vont travailler sur le produit n'ont pas fait la recherche, donc ils n'ont pas senti souffrir les utilisateurs. Ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas senti le pain, je vois vraiment la souffrance, quoi, parce que les gens souffrent devant des applications, c'est horrible. Donc, du coup, moi, ce que je voulais absolument, c'est que l'équipe, mais aussi les décideurs, interviewent les gens. Donc, faire des micro-formations sur comment on pose des questions. Donc, moi, évidemment, je prépare tout le déroulé du script, tout est ultra préparé. Et après, je leur fais une petite formation. Et après, ils passent 1 heure. Tu vois, donc en fait, je fais des binômes. Donc, plus il y a de gens, en fait, mieux c'est parce que plus je peux faire d'interviews en parallèle. Et donc, je les mets en mode interview pendant 1 heure. Donc, et après, on fait toute la synthèse d'interview avec l'Empathy Map. Et ensuite, je fais l'expérience map. Donc, tu vois, donc du coup, l'expérience map, je la fais beaucoup plus précise sur le service. Donc, je la fais moins en mode projectif comme le fait Jack Knapp, qui est plus en mode a priori, qu'est-ce qu'on a en tête. Je ne sais pas si vous voyez oui, la map, quoi. La map, Ouais. ouais. La map, donc c'est bien, mais c'est cool. Alors moi, je le trouve cool, je le fais en une journée. Enfin, quand je fais un sprint sur une journée, j'utilise parfois cette méthode, leur méthode qui est très bien. Mais je me dis, là, ce qu'il faut, c'est quand vous passez 5 jours avec des gens, une équipe, il faut que tu aies de la vraie donnée et que tu partes avec vraiment des vrais insights. Il faut vraiment que ça sorte du four, quoi. Enfin, c'est une matière, hein. C'est vraiment une matière à travailler. Donc, du coup, on fait déjà voilà, une expérience map avec des vraies données et puis on va synthétiser voilà, les grands usages, les jobs to be done. Donc, en fait, finalement, le sprint challenge qui vient en fin de journée journée 1, c'est vraiment
ça découle de tout ce qu'on a entendu le début, de la première journée, enfin tout le brief du client. Et ensuite, on va converger peu à peu grâce à toutes les méthodes de synthèse d'interview. Et voilà. Mais peut-être je vous en reparlerai plus tard. Ça, parce que Ouais, là, je alors pense déjà dans la méthode. on rassure les auditeurs de Gomet. Ça nous a fait exactement le même effet la première fois qu'on a entendu parler Pauline. On s'est dit, mais Oh what the merde. fuck? Mais, euh, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai lu. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça on On prendra va le en temps parler effectivement de une autre rentrer fois. dans le détail. En tous les cas, moi, Yes. dans ce que tu dis là, ça me fait penser à un truc important, je pense, à ce stade qui est à retenir, c'est la nécessité d'avoir une information fraîche. C'est-à-dire qu'un des réflexes qu'on peut avoir quand on fait un sprint, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est de se dire on va s'appuyer sur de la donnée déjà existante, de recherches utilisateurs qui ont été menées avant, dont on ne maîtrise pas ce que tu as dit, dont on ne maîtrise pas le Mm. cadre, en fait, le contexte dans lequel il a été réalisé, Voilà. dont on ne connaît pas la compétence des gens qui ont réalisé cette recherche-là, et dont on ne connaît pas non plus les biais qui ont pu justement intervenir dans le cadre de l'interprétation de Ouais. ces éléments de recherche. Ouais. Et du coup, on peut déjà avoir un petit peu biaisé les fondements de tout le sprint, et après, on peut y mettre toute la bonne volonté qu'on veut. On risque d'imaginer des solutions qui ne sont pas du tout adaptées en tout cas à des informations qu'on a recueillies qui sont pas les bonnes. Donc, cette nécessité en plus d'avoir de la donnée fraîche qu'on contrôle, parce qu'on est allé la chercher nous-mêmes, donc on va contrôler les biais, donc on va être capable d'être extrêmement précautionneux dans l'interprétation de cette donnée. Ça me fait penser à ce dont parlait aussi, ce dont parle beaucoup Alberto Savoia, je ne sais pas si ça te parle, tu sais, Oui. qui est directeur IT, je crois, chez Google, et qui a notamment fait un énorme travail, qui a été missionné par Google justement pour faire un énorme travail de recherche sur tous les projets sur lesquels ils ont échoué. Et du coup, son travail était d'essayer de comprendre un peu quelles étaient les causes d'échec des différents projets d'innovation chez Google. Mm. Et sur la base de cet apprentissage-là, il a développé une méthodologie qui s'appelle le prototyping. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ah oui, le prototyping, ouais. Je pense qu'on y reviendra parce qu'on en parle beaucoup avec Thibaut. Ouais. On en reviendra dans un épisode peut-être dédié. Il faut savoir qu'il y a il y a des gens comme Robert Scrobe qui font actuellement d'ailleurs des expérimentations qui commencent à arriver à maturité autour de l'accostage dans le design sprint et le prototyping justement. Donc qui, comme toi, travaillent, explorent des façons de faire évoluer la méthodologie pour l'adapter à des contextes spécifiques. Mais voilà, tout ce que je voulais dire, c'était juste que je retrouvais là-dedans quelque chose qui me paraissait effectivement hyper important, qui était de se dire, pour ceux qui peuvent commencer à faire des design sprints aussi, que la tentation d'aller de s'inspirer de recherches préfaites n'est pas forcément heureuse pour le Alors, résultat, et qu'effectivement tu… oui. Ou alors c'est bien, mais sur des petits, ou alors pourquoi pas, mais sur des tout petits sprints. Mais en fait, déjà le premier truc, du coup, c'est si on reste sur 5 jours, il faut qu'on ait quand même des données sérieuses. Et du coup, voilà, et plus on est petit, plus moins on a de données, moins on a de budget. Ok, on fait avec ce qu'on a et c'est cool. Il n'y a pas de souci tant qu'on teste, parce que c'est vraiment c'est vraiment le truc du sprint, c'est qu'il faut le tester. Enfin, c'est vraiment, tu ne peux pas faire un truc si tu ne le testes pas à la fin. Donc, du coup, il y a plein d'autres choses que j'ai changées, mais le user interview, c'est vraiment ça qui a changé. Et après, il y a clairement tout le déroulé sur le sprint challenge. Pour moi, il est jamais juste. Tu commences un sprint, c'est jamais bon, quoi. C'est jamais juste. Donc ça aussi, en fait, je prends la journée du lundi à changer. Et après, il y a le benchmark aussi que j'ai complètement modifié. Donc ça, voilà, je vous expliquerai pas tout de suite du coup. En fait, je fais beaucoup plus de priorisation, mais pas par les gommettes. Enfin, sorry. Bon, on coupe tout, on arrête tout. On arrête tout. Si c'est pas par la gommette, c'est fini. Donc pas tout le temps en tout cas. Donc, et donc du coup, parce que du coup, faut vraiment qu'il y ait des visions centrées business et utilisateurs qui soient toujours synchronisés. Donc, du coup, je fais beaucoup de matrices. Donc, ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, tu peux avoir plein d'idées géniales. Mais il faut les prioriser, quoi. Il faut les réaligner toujours avec le business. Sinon, jamais ça sera développé. Donc, ça, j'en rajoute un petit peu. Et après, c'est surtout le prototypage parce que là, du coup, dans le livre, il n'y a vraiment rien où on ne voit pas du tout comment ils gèrent le prototype.
Mais là, du coup, c'est ultra séquencé par contre. C'est-à-dire que tout le monde peut prototyper, mais voilà, ça passe par un design studio, proposition de valeur, user flow, priority guide, ensuite prototype papier animé, premier crash test et après un prototype interactif, un vrai test. Et puis après, voilà, on rajoute toute une journée sur la priorisation, la rétrospective, le story mapping, etc. Donc, du coup, ça va quand même un petit peu plus loin dans le sens où c'est ce que je faisais chez Adobe, en fait. C'est vraiment, là, c'était la partie... j'ai tout recollé les morceaux. Parce que pour moi, un sprint, après, c'est juste... tu pars en sprint. Donc, du coup, il faut vraiment que tu aies des user stories. Il faut que ça soit... Tout ça, il faut que ça... Tu as une roadmap, quoi. Il faut que tu as un backlog. Donc, c'est ton PO, là, qui va rentrer toutes les user stories. Donc, pour moi, ça sert à ça. Parce qu'il y avait un des éléments donc, que tu nous avais partagé, dont tu nous reparles là, c'est que tu as plusieurs sessions de test utilisateurs dans tes sprints. Dans ton framework, tu as plusieurs. Donc, on reviendra dessus justement pour voir un peu comment tu cadences ces tests-là et qu'est-ce que tu vas chercher à chacun de ces tests. Parce que j'imagine que plus on avance, on ne se pose pas exactement les mêmes questions à chaque session de test. Juste avant ça, je voulais revenir un petit peu en arrière, parce que dans tous les cas, on aura l'occasion de revenir dans le détail là-dessus. Un petit peu en arrière on parlait de Google, on parlait du design sprint, on parlait de comment tu as fait la rencontre du design sprint, tu as fait la rencontre de Google, du design sprint, quand tu es reparti en France, tu as commencé à faire tes premiers sprints. Le premier, c'était avec Babel. Au bout d'une dizaine de sprints, tu as probablement commencé à te poser des questions comme nous tous au bout de quelques sprints déjà, en te disant c'est moi qui fait les choses mal, ou c'est la méthodologie, ou c'est le contexte, ou qu'est-ce qui se passe. En tout cas, on se pose des questions, on ne sait pas forcément très bien identifier où est-ce que ça coince, mais on commence à se poser des questions. Et puis arrive un moment, donc là c'est quand même un petit peu plus tard, 3 ans plus tard, après 2015, ou en 2018, tu co-organises avec Google l'événement Sprint In, Sprint Out, dont on retrouve en fait ces éléments de langage dans ton bouquin. Cet événement, il est organisé effectivement au laptop. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est-à-dire pourquoi Google a décidé de faire ce type d'événement? Pourquoi le laptop a été choisi, même si là on a une petite idée? Qui a été invité à participer, à parler et pourquoi? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, en fait, voilà, c'est l'histoire que je commençais à vous raconter entre le déchirement entre Google et Jack Knapp. Parce en fait, on a tous, pas tous justement, mais c'est que... alors, ouais, c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça. Et je vois que je n'ai pas répondu à toutes vos questions tout à l'heure. Vous m'en avez posé trop. C'est que, oui, pourquoi Google fait ça, etc. etc. Donc, oui, je me gratte la tête parce que faut que je Il va falloir t'habituer, c'est toujours un peu confus. Ah là là. Donc, concentration. Alors, donc, il y a pas mal de choses, c'est tout un petit peu lié. Donc, du coup, on va essayer de résumer parce que vous voyez bien que j'ai beaucoup de trucs à dire. Alors, faut pas hésiter à me couper. Donc, du coup, ouais, Google, donc ils ont fait ça. Ils ont commencé à créer ce groupe et ces formations pour faire monter le niveau des développeurs. C'est-à-dire que pour que les designers soient beaucoup plus intégrés dans les communautés de développeurs. Ça ne s'est pas passé, malheureusement, et c'est vraiment mon regret. Après, j'ai l'impression que ce n'est pas un regret pour Google. Voilà. Donc, du coup, ils ont fermé le groupe JDI, mais ils ont gardé ces conférences donc organisées par Kai de chez Google, donc Design Relation Director. Donc, elle gère en fait la communauté de designers. Donc, en fait, c'est vraiment une communauté d'expertise, d'entraide. Enfin, vraiment, tu as tous les gens. Tu as tous les... Steph, c'est comme ça que je l'ai rencontré à San Francisco. Douglas, Ferguson, et puis tu parlais de Robert. Il y a énormément de gens. Daniel Stillman. Vraiment, tous les gens de Mural, tous les gens de la communauté viennent à cette conférence. Donc, l'année dernière, c'était à Boulder. San Francisco, bon, voilà. Donc, c'est vraiment une communauté de pratique. Et donc, on parle de quoi? Et c'est un petit peu le problème, c'est qu'en fait, la dernière fois, pas cette année, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, c'était justement la flexibilité du sprint. En fait, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des sprints de 5 jours à chaque fois. Dans l'idéal, ouais, mais franchement, si on veut que le sprint s'intègre dans les entreprises et qu'on le fasse vraiment, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. C'est-à-dire que le sprint 5 jours, c'est super
voilà, pour les entreprises qui ont vraiment les moyens ou dans un incubateur où effectivement ça fait partie d'un programme d'accompagnement qui est gratuit parce que ça coûte vachement cher en fait, quand même 5 jours. Donc, et tu ne peux pas intégrer toutes les parties prenantes au même moment. Donc, du coup, c'est pour ça Google a fait... nous, on veut vraiment exporter ce modèle, cette méthode. Ils voulaient vraiment à fond l'exporter grâce à JackNap. Mais après, JackNap a quand même... c'est extirpé de Google et donc a plutôt fait son chemin. Et donc, c'est dissocié de Google. Donc, ça, c'est un petit peu mal passé. Et tu sais un peu pour quelle raison ou tu as une petite idée? Bah, je pense qu'en fait, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment l'idée de JackNap et que Google a voulu un peu le récupérer. Donc, je pense qu'il s'est un petit peu... Enfin, à mon avis, hein, tu vois, peut-être qu'il faudrait demander à Steph parce que lui, il est plus dans les petits papiers. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Après, voilà, c'est l'éternel problème parce que du coup, JackNap a pu faire tout ça grâce à Google, etc. Enfin, bref, Hmm. ça, c'est le problème de la propriété intellectuelle, etc., à qui ça appartient. D'autant plus que, en fait, ces 5 jours, quand vous regardez le deep dive de IDEO, c'est pareil. Enfin, franchement, c'est pareil. Enfin, en fait, c'est pas Jack Knapp qui a vraiment inventé ce qu'il a inventé et pourquoi c'était vraiment ultra important vraiment dans notre histoire de designer. C'est qu'il a fait, bon, les gars, là, on ne fait pas des produits, on fait des putains de logiciels trop compliqués. Il faut qu'on fasse venir vraiment les développeurs, le marketing, la com, etc. Donc, c'est des métiers qui doivent vraiment travailler ensemble. Donc, et du coup, très rapidement, avant les sprints de dev. Donc, du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est cette brique, c'est la brique qui manquait. Voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est la réponse qu'il a apportée, tu vois. Et Google, c'est ce qu'ils attendaient. Et les grandes boîtes tech, c'est ce qu'ils attendaient parce que les designers bossaient un petit peu dans le flou. Il y avait pas ils n'étaient pas intégrés dans le process de conception et de dev. Mais c'est Enfin, marrant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, alors, moi je travaille pour une boîte qui est une SS2I, donc nos interlocuteurs sont essentiellement côté IT. oui. Mais historiquement, en fait, les sprints, depuis qu'on en fait, c'est-à-dire 2016, effectivement, on passe très très souvent d'abord par l'IT. C'est-à-dire, ce sont Mm. d'abord eux nos sponsors, alors parce que ce sont nos interlocuteurs naturels, mais en fait, ils sont très vite embarqués par la méthodologie aussi parce que je pense que ça leur redonne une place qu'ils cherchent toujours un petit peu à avoir, qui est très en Voilà, amont effectivement des projets et ça les valorise beaucoup finalement. Donc, c'est ça. c'est Non, c'est ça que je trouve vraiment génial avec cette méthode. Ouais. Mm. Enfin, moi, je sais plus ce que je disais. Bon. Vous pouvez me lancer sur autre chose. Enfin, je sais plus ce que je disais. Ok, non, on parlait du laptop et de sprint in, sprint out et Ah oui. t'expliquer, on a divergé un petit peu sur le départ de Jack Knapp de Google et des raisons pour lesquelles Oui. qui l'ont motivé. Mais du coup, voilà, on parlait essentiellement de Donc, ça. Tu oui. allais en arriver là, en tout cas. Voilà, donc j'ai été du coup dans la lignée de Google qui disait bah non, en fait, il y a des sprints pour il y a un sprint pour chaque problème, quoi. En fait, tu peux pas tu peux pas rentrer tous les mêmes problèmes dans un sprint de 5 jours. Et c'est même presque absurde de passer 5 jours sur un problème où tu n'as pas vraiment les données, tu n'as pas l'équipe, tu n'as pas les sponsors. Voilà. En fait, c'est-à-dire qu'il faut plus c'est flou, en gros, plus ça doit être court. Enfin, voilà, le sprint doit être 1 jour, 2 jours. Et voilà, plus tu as de la donnée, tu peux y aller. Et là, il y a quand même une maturité aussi dans l'entreprise. Là, vas-y, prends tes 5 jours, c'est l'idéal. mais en fait, il ne faut pas cramer parce qu'en fait, c'est un tel effort pour tout le monde. C'est que si vous cramez en fait ce capital temps avec des problèmes qui sont mal définis au début et qui ont assez peu de chances de l'être en cours de route, ça dégoûte les gens. Enfin, alors qu'en fait, pour moi, la grande deuxième force du sprint, c'est d'évangéliser, en fait, de acculturer, pour ne pas parler d'évangile, acculturer les gens, enfin toute l'équipe, l'entreprise, en fait, sur les métiers, sur notre métier, sur le design, voilà, sur la force de la stratégie, en fait, sur l'importance de la pensée stratégique à travers sur le fond et la forme, dans l'action. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, avec Kai, on s'est reconnus et aussi sur l'aspect social impact, ça c'était vachement important pour elle. C'est comment
comment le sprint peut aider à résoudre des problèmes, des grands problèmes de société. Et du coup, comme on avait travaillé pas mal dessus avec le Coopératon, on a eu plusieurs événements aussi avec Adobe. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais intervenue aussi pendant la conférence à San Francisco sur voilà, fédérer vos communautés pour et utiliser le sprint. Donc j'avais donné tout un manuel, tout un canevas que je n'ai toujours pas publié sur Mural d'ailleurs, mais il faudrait que je fasse, pour justement aider les gens à utiliser le sprint pour les communautés, pour travailler sur les problèmes systémiques en général d'ailleurs. Voilà, donc c'était pour ça qu'on s'était réunis et après elle s'est dit putain, mais il y a des gens dans le monde qui travaillent sur le sprint, il faut quand même qu'on leur donne la parole et qu'on fasse vivre grâce à eux. Donc, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se dupliquer. C'est en fait trouver des têtes de communauté dans les différents pays et en fait nous donner un petit peu la visibilité de Google pour en fait fédérer la communauté. Ok. Et deuxième événement un petit peu marquant. Alors non, avant d'arriver sur cet événement-là, quel a été l'impact du coup de l'organisation? Est-ce que toi, tu as ressenti un avant-après dans les communautés francophones, par exemple, du sprint? Alors, je sais pas en fait. Je trouve que c'est compliqué parce que en fait le problème c'est que les gens disent non mais moi je fais pas de sprint, je fais pas 5 jours. Et donc du coup les gens pensent qu'ils font pas des sprints. Alors moi je m'en fous, c'est pas l'histoire du sprint qui est intéressant, c'est de faire travailler ensemble. Donc en fait il y a travailler ensemble sur peu de temps avec tous les parties prenantes, que ça soit 1 à 5 jours. Mais donc du coup en fait à ce moment-là je savais pas qui faisait vraiment des sprints et je trouvais qu'il y en avait assez peu, tu vois. Donc quand j'entends nos amis de designsprint.io, je me dis mais ouais là, en France on a l'impression qu'il y a très peu de gens en fait qui font vraiment des sprints. Donc du coup là je pense que c'était important pour les sprint masters mais en fait, les gens faisaient très peu de sprints. Enfin, il y avait, je pense à cette époque, si les gens avaient fait 3 sprints, déjà, c'était énorme. Mais du coup, je pense que je suis désolé, je crois que c'était ta question, Thibaut, mais je pense qu'il faut qu'on Oh là anticipe là un là petit peu. là. Mais ouais, moi je suis comme ça. Mais tu vois de quelle question Vas-y. je veux parler ou pas? Non, vas-y, fonce. Non, en fait, c'était même pas ta question. Tu vois, je suis en train de Bah voilà. regarder, donc c'est parfait, tout va bien. Mais non, ma question, c'est, d'ailleurs, on te l'avait posé la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est qu'est-ce qu'on définit comme étant un sprint versus un workshop UX ou d'innovation un peu classique? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui étaient là étaient déjà des designers qui avaient déjà réalisé un petit peu des workshops, enfin qui Oui, avaient déjà voilà, fait des c'est workshops. Donc ça. la question, c'est vraiment de se dire, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup d'abus. Aujourd'hui, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais des gens qui disent qu'ils font des design sprints, finalement, ils rebrandent en fait le nom d'un workshop du UX un peu classique en disant, voilà, on fait un Et design. Steph avait alerté là-dessus d'ailleurs, Mm. en disant que c'était une des dérives les plus dangereuses pour lui Bah, d'avoir ce c'est type de. effectivement ce qui crée un maximum de frustration quand les résultats sont pas à la hauteur. Du coup, après, ça crée énormément d'incompréhension. Nous, on a déjà eu des clients qui sont revenus vers nous en nous disant on a déjà eu des expériences malheureuses de design sprint. Et en fait, en creusant le sujet, tu t'aperçois que ce n'était pas des design sprints au sens où on l'entend. Mais avant de donner, mais je crois qu'on a déjà parlé, nous, ça nous intéressait surtout de savoir comment toi, tu pouvais définir ce qui est Oui, ou ce qui n'est pas un design sprint. À quel moment commence le design sprint, à quel moment ça n'en voilà. est pas un. Ouais. C'est un grand sujet, ça, que c'est très intéressant. Donc, le sprint, alors tel que le présente Google, c'est effectivement un atelier de design thinking. C'est du design thinking, c'est la même chose. Sauf que c'est vraiment processé dans le temps, c'est consécutif, c'est que tu es un peu obligé de faire, tu ne peux pas faire des demi-journées comme ça. Et que tu as vraiment l'objectif de produire un prototype testé. Enfin, vraiment, c'est le but. Donc, si tu n'arrives pas à faire ça pendant le sprint, il faut que ça soit juste la dernière étape. Enfin, c'est-à-dire que tu peux pas finir avec juste des idées et puis salut. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. Premièrement, c'est ce côté hyper resserré, Le fameux process. momentum, en fait, dont on parle Jack Knapp régulièrement et qui est Ouais. extrêmement important. Donc, quand on a éprouvé la méthode, on se rend bien compte que c'est effectivement un des facteurs clés de la qualité des résultats et de la capacité d'un sprint à accélérer la maturation autour d'un sujet, peu importe quel qu'il soit. Ouais. Oui, parce qu'en fait, vous allez créer un moment de vérité.
Et ce qui est important, c'est que ce moment de vérité doit être partagé par des parties prenantes pluridisciplinaires. Il ne faut vraiment pas que c'est que des designers ou que des devs ou quoi. Il faut que vraiment c'est tous les métiers, ou en tout cas les personnes impactées par le problème dans l'entreprise, le problème ou le service. Donc voilà, ça peut être évidemment le juridique, le marketing, ou une personne, par exemple un acteur. Quand on avait travaillé pour la Poste, c'était intéressant parce qu'on devait vraiment travailler avec les postiers, les chefs de comment dire, oh là là, excusez-moi, bon, de chaque bureau de poste, voilà, ceux qui géraient tout ce qui se passait, toutes les problématiques. La DSI, parce que voilà, il y a plein d'impacts au niveau du système. Le légal, tout le juridique, parce que ça impliquait beaucoup ça. Enfin, vraiment, c'est un vrai souci dans le parcours utilisateur. Et la com, etc. Et même, on avait fait intervenir des partenaires concurrents internes, enfin, à la boîte, donc Chronopost, par exemple. Chronopost et Colissimo, qui sont concurrents, mais partenaires. Et donc, tout ça, en fait, c'est ça aussi qui crée la richesse. Mais ça, le design thinking le dit aussi. En fait, il y a tout ce que vous avez dans le design thinking, vous le retrouvez dans le design sprint, sauf que là, c'est ultra concret et vraiment, ça peut être shippé la semaine d'après quasiment, quoi. Enfin, en tout cas, vous pouvez commencer à bosser la semaine d'après. Donc, pour moi, s'il devait y avoir quelque chose de vraiment différenciant, parce qu'après, bon, dans mon livre, j'en parle énormément. Enfin, il y a plein de principes très spécifiques pour moi à l'atelier. Mais voilà, c'est le principe de temps et du test, du truc ultra concret. Enfin, je veux dire, on peut pas nier ça. Donc, tu peux pas, en une demi-journée, tu peux pas faire un sprint. Et très souvent, ce qui manque, excuse-moi Thibaut, je voulais dire juste très souvent ce qui manque pour rebondir sur ce que tu disais, Pauline, c'est la partie test. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur des workshops d'idéation, d'une certaine façon, et ils se contentent d'avoir effectivement collé un certain nombre de post-it, d'avoir dessiné 2-3 écrans, et puis bon, voilà, on a fait un design sprint. Et ce qui manque et ce qui crée de la frustration, c'est que rien n'est rendu tangible. On s'est arrêté en cours de route, mais ce qui est effectivement puissant, c'est le fait de rendre tangible une pensée à un moment donné, et de la rendre tangible dans ses moindres détails, d'une certaine façon. Avoir une exécution. Voilà, c'est ultra concret. Et donc, quand je parle de test, ça je n'explique pas, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un rebond pour passer à l'étape d'après. Parce qu'effectivement, après, tu as la conception, tu as les gens qui déclinent. Pour moi, ça, c'est pas du travail. C'est du travail, mais c'est pas pertinent. Parce qu'en fait, tu peux travailler des mois, des semaines sur un truc qui ne va jamais marcher. Donc, pour moi, c'est vraiment tester le maximum de fois, mais même en guérilla, tout ce que tu peux, tu vois, avec les biais que tu connais, mais que la matière que tu as créée ensemble, elle continue à vivre et que tu la confrontes en permanence au réel. Donc, du coup, voilà, le test pour amorcer. C'est un plan d'action. Je parle pas mal de plan d'action aussi dans l'idée qu'un sprint, c'est pas comme un marathon, c'est que tu en fais plusieurs. Tu vois, tu es forcément, c'est pour ça que c'est très lié à la méthode agile. C'est itératif, quoi. Pas comme son nom l'indique. Voilà, c'est itératif. Donc c'est ça le truc, c'est forcément pris dans un plan d'action et c'est pour ça que tu ne peux pas faire des sprints de 5 jours tout le temps aussi parce que c'est juste impossible. Voilà. Dans ce que tu dis et dans ce que tu racontais un peu de l'évolution du sprint, il y a l'unité de temps, le momentum qui est recherché. Et finalement, on sait qu'une fois qu'on fait un sprint, on se lance non-stop. Et il y a toutes ces phases de on travaille en chambre, on restitue, ou même ce qu'on a fait la veille, si on s'interrompt, on doit le restituer, qui fait perdre énormément de temps et qui fait perdre le momentum. Du coup, la question que je me pose des fois, c'est est-ce que quand un client est intéressé par les ateliers, il trouve ça super intéressant de faire ces ateliers-là, et qui se met à paniquer sur le temps, parce que c'est comme tu disais, le problème de ah ouais, mais 5 jours c'est beaucoup, 4 jours. Est-ce qu'il faut s'interdire, selon toi, et c'est une question ouverte peut-être aussi pour Quentin, est-ce qu'il faut s'interdire de fragmenter les ateliers? Et est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu t'interdis ou quelque chose que tu peux faire? Non, justement, là, tout on n'a plus vraiment le choix avec la visio. Donc, non, au contraire, c'est bien. C'est toujours cette idée qu'il faut avoir un objectif super clair, très concret, et que, au contraire, ce que va aider la fragmentation, c'est, comme je vous parlais des gens, de créer la conversation, en fait, c'est que tu vas pouvoir avoir les vraies bonnes personnes, hein, parce que tu ne vas pas les avoir très longtemps. Donc, ils vont pouvoir se libérer
Tu vois, donc tu peux créer des blocs de conversation plus précis, plus spécialisés. Et donc là, ça va être vraiment cool. Tu vas avoir vraiment la bonne donnée bien enrichie, quoi. Donc au contraire, donc on peut fragmenter, mais toujours dans un but de tester au final. Ok. Et je pense qu'on a défini un petit peu ce que pouvait être un design sprint. On pourra encore en parler effectivement pendant des heures, mais je retourne un petit peu sur la question originale, qui est celle de savoir si tu avais senti un avant et un après finalement au sein de la communauté française Sprint In, Sprint Out. Et tu disais que ton premier étonnement, c'était de voir que les gens qui étaient là, finalement, il n'y en avait pas tant que ça, qui avaient déjà réalisé des sprints dans le sens où on l'entend là, qu'on vient de définir. Oui, après, là, c'est vrai que c'est un peu le problème. Là, ce que je vois, en tout cas, dans la communauté des alumni, là, je vois de plus en plus de gens qui disent « Ça y est, j'ai fait mon sprint, nanana. » Ça y est. Enfin, je vois de plus en plus que ça commence à marcher, mais personne fait 5 jours. Ça, j'ai pas encore vu. Et par contre, ouais, 3 jours, 2-3 jours, mais bon, après, voilà. Est-ce que c'est un sprint? J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, ouais, ce qui est important, c'est la philosophie du truc. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment la philosophie du travail. Hein. C'est absolument c'est la transparence radicale et puis l'empathie sur une problématique donnée. C'est voilà, on regarde le problème. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, problème? Et on va essayer de l'analyser et de le résoudre ensemble. Donc ça, c'est vraiment pour moi hyper important. Donc s'il y a déjà ça, et ben pour moi, c'est waouh, c'est cool parce que ça veut dire que les gens se parlent. Incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut, pour arriver à faire ça, il faut quand même, parce que là où on en avait déjà parlé aussi précédemment dans d'autres épisodes dans Gomet, mais où le design sprint est arrivé un peu comme un remède miracle auprès des clients, c'est de dire on est capable de faire en 5 jours ce qu'on a été précédemment capable, ce qu'on vous vendait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail précédemment. C'est vraiment des menteurs. Ouais. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas trop, si tu veux, que des gens n'arrivent pas, ceux qui n'arrivent pas à vendre du 5 jours pour lequel il y a une recette qui met en confiance, en fait, qui permet simplement d'avoir un cadre qui met en confiance, une recette qui a été éprouvée, où on se dit, OK, on peut se lancer, on est sûr de ne pas se tromper. C'est-à-dire, même si le résultat n'est pas complètement parfait, on va avoir un résultat et on va, dans tous les cas, entre le moment où d'où on part et où on arrive, il va y avoir une progression énorme. Même si on n'a pas énormément d'expérience dans la facilitation de sprint au départ, on est sûr qu'en suivant cette recette-là, on va avoir un résultat. Et c'est vrai que l'adaptation, en fait, c'est là où ça va être intéressant et c'est là où on peut faire la jonction avec commencer à présenter un petit peu tout le travail que tu as réalisé et que tu synthétises à travers ton livre. C'est que entre la méthodologie de Jack Knapp et puis des versions plus courtes de 2, 3, 4 jours. Alors, il y a effectivement très rapidement après Jack Knapp, AG Smart qui a sorti la version 4 jours, qui ont énormément communiqué, formé autour de cette version-là aussi. Donc, des gens se sont emparés de cette version-là. De la même manière, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été éprouvé par AG Smart. Donc, ils ont été capables de former, de donner un cadre méthodologique qui était hyper rassurant. Je pense que Thibaut comme moi, ce sont deux versions qu'on a éprouvées, donc on a une certaine idée de la façon dont ça fonctionne et des cas dans lesquels on peut activer ou pas l'activer, des risques et des avantages. Mais néanmoins, switcher sur du 2 ou 3 jours en passant par les étapes dont on a parlé là, avec l'ambition aussi dont on a parlé là, de ce que porte un design sprint quand on souhaite en faire un, ça demande quand même un certain niveau de maîtrise. Il faut quand même avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de confiance en soi, énormément de lucidité, parce que comme tu le disais, tu as un problème qui t'arrive, plus ou moins complexe, dans un contexte plus ou moins complexe, avec un contexte client plus ou moins complexe. Il faut arriver à évaluer la maturité aussi de ton client, de l'entreprise, des difficultés, et d'anticiper tout un tas de points que toi, tu sais faire, Pauline, parce que ça fait déjà des années et des années, tu es hyper senior, ultra senior dans ce que tu fais. Mais pour des gens qui n'ont pas ces recettes-là, c'est vrai que ça peut être assez dangereux. Enfin, je veux dire, moi, le premier, je prendrais énormément de pincettes si je devais le faire un design sprint en 2 jours. Même si aujourd'hui, on s'amuse à faire des variantes, mais on se met moins de pression, disons, sur le résultat que quand on fait un sprint sur du 4 ou 5 jours, on va dire aujourd'hui. Mais voilà, et c'est là où, je veux dire, dans ton livre, la promesse qu'il y a dans ton livre, le fantasme que moi je me fais de ce livre, c'est effectivement de me dire, ah bah, je vais enfin trouver en fait des clés un peu opérationnelles, méthodologiques, pour être en confiance dans le fait de pouvoir adapter le design sprint à tous ces éléments dont on vient de parler. Et du coup,
La question à venir ensuite, et celle-là, je ne vais pas te l'enlever, Thibaut. Je pense que Il y a quasiment spoilé. Alors, je vais enchaîner. Pourquoi avoir fait ce livre? Peut-être que tu as changé le titre, donc c'était le design sprint en pratique. Donc, tu annonçais quand même clairement la couleur sur le fait que c'est voilà, un petit guide que je peux avoir pour faire un sprint. Ouais. Voilà, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait en faire un, qu'il fallait l'ajouter peut-être à celui qui existait déjà? Ah Donc, voilà, si tu oui, pouvais nous raconter un peu ouais, ça la va, ouais. genèse. Ok, tout à fait, ouais. Alors, pourquoi ce livre? Oui, parce que du coup, en fait, j'emmagasine tellement de savoir et tellement de choses que, voilà, enfin, c'est tellement énorme, tu vois, tous les petits tweaks, tu vois, tous les paramètres, tu vois, j'aurais pu, tu vois, enfin, si j'étais développeuse, j'aurais développé une application pour faire le sprint parfait pour chaque problème, tu vois. Moi, ça, c'est mon rêve, tu vois. C'est genre l'automatisation. Donc, du coup, en fait, il y a plein de paramètres. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est quand je commence à voir les patterns et me dire, ah, tiens, il y a un truc qui se répète vraiment là, il y a un truc. Donc, du coup, il m'a fallu vraiment du temps. Donc, il m'a fallu 60 sprints pour me dire, là, c'est bon, j'ai compris. Tu vois, là, ça va, il y a quelque chose à transmettre. Donc, du coup, et en fait, il y a quand même 3 grands paramètres. Enfin, pour moi, donc c'est vraiment ces 3 grandes parties du livre. C'est l'organisation, parce qu'effectivement, la préparation, c'est ultra important. Enfin, évidemment, si vous voulez faire les choses bien. Et justement, pour savoir quelle est la bonne durée du sprint, parce que vous n'allez pas faire un sprint de 5 jours en 2 jours, ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, peut-être, mais bon, en tout cas, c'est pas voulu. Donc voilà, donc tous les paramètres pour bien organiser un sprint pour que ça se passe smooth comme ça, voilà. Et la facilitation, ça du coup, là, personne n'en parlait, alors qu'en fait, franchement, ça joue énormément. Enfin, il y a plein de paramètres voilà, d'écoute, de comment tu parles aux gens, comment tu les mets ensemble, comment tu les fais travailler ensemble, comment tu débusques les problèmes, comment voilà, tu les rends un petit peu plus autonomes dans des groupes quand tu es tout seul sur un groupe de 16. Il y a plein de choses, même toi, travailler en binôme, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop fatigant. C'est ultra fatigant de faire un sprint. Donc, comment tu trouves ton binôme aussi, tu vois? Donc, il y avait plein de questions comme ça. Je me dis, mais non, mais ça, faut le savoir, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas la première fois. Et après, l'actionnage, l'actionnation, la transformation. Bah, en fait, oui, parce que c'est cool de faire un sprint. Alors, au début, moi, j'ai fait plein de sprints, vraiment pour ouvrir un sujet. Mais ça prenait 1 an, tu vois, à atterrir dans les équipes, tu vois. Donc, c'était vraiment trop innovation. Donc, ça, c'est bon. C'est cool. Enfin, moi, c'est cool parce que je ne suis pas en entreprise, mais pour les gens qui travaillent dans les entreprises, ça prend beaucoup trop de temps, quoi. Donc, du coup, comment tu actionnes plus rapidement, tu vois, en interne, les résultats, les apprentissages, même si tes tests ont montré que ça ne marcherait pas du tout, et ben, c'est un super apprentissage, il faut le dire. Ne faites jamais ça, les gars. Et puis peut-être que dans ton produit, eh bien, en fait, il y a plein d'autres paramètres qui sont liés, plein d'autres enseignements qui sont liés qui sont intéressants pour d'autres directions. Donc, en fait, un sprint, c'est juste énorme. En fait, tu ouvres tellement c'est tellement énorme. Il faut utiliser, il faut commencer, il faut organiser en permanence tous les enseignements. Donc, du coup, la transformation, elle se fait donc déjà par la communication des savoirs, mais aussi comment tu intègres le design peu à peu, la pensée design dans les équipes. Tu vois que tout le temps, on a hyper des tests. Et aussi comment on intègre le design, la pensée design chez les développeurs, chez le business, etc. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là, mais même au niveau des objectifs, comment tu crées des OKR, tu vois, à partir d'un sprint, et comment aussi tu incentives tes équipes. Donc c'était aussi tout ça, parce qu'après c'est vraiment la réalité d'une équipe. Super, j'ai fait un sprint, super, j'ai un prototype, mais voilà, qu'est-ce que je fais avec, quoi? Comment je travaille en agile avec les développeurs? C'est quoi mon rôle? Comment je suis? Comment je garde le focus en fait sur les enseignements? Parce que c'est des moments de vérité, c'est hyper important. Donc il ne faut pas lâcher tout ça. Donc voilà, en fait pour moi c'était vraiment les 3 grands écueils qui arrivaient régulièrement. Donc mauvaise organisation, mauvaise facilitation et mauvaise transformation, parce que les équipes ne sont pas du tout au niveau, enfin acculturées, quoi. Pour faire une petite parenthèse pour nos auditeurs, on a prévu de faire un épisode spécial effectivement sur la préparation et la facilitation, donc se concentrer vraiment sur le rôle du sprint master et pour bien le faire, parce que je pense que ça intéresse effectivement pas mal de gens, donc on va en parler précisément. Et on a prévu aussi de faire un épisode sur le design sprint
et l'agilité, puisque c'est, comme tu le disais, c'est Pas un sujet quand même qui aujourd'hui, maintenant tout le monde est d'accord sur le fait que de dire qu'un design sprint, ça fonctionne très bien. Voilà, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on accoste avec dans des process agiles, avec des équipes agiles, comment est-ce qu'on accoste entre design sprint et agilité, ou design sprint dans l'agilité, ou l'agilité dans le design sprint. Et du coup, ça, c'est des sujets effectivement qu'on a prévu de voir ensemble. Et du coup, pour écrire le bouquin, tu t'y es prise comment? Est-ce qu'il y a eu des contributeurs? Voilà, j'imagine que tu as dû créer un dialogue avec toi-même et quelquefois on a Oui. besoin de le déclencher du coup aussi. Donc on a peut-être besoin de partager avec les gens pour confondre. Alors oui, bon, bah, alors déjà, franchement, j'ai tellement donné de formation sprint que bah, voilà, toutes les questions des alumni, enfin, des gens, comment ça m'a tellement aidé. Donc je l'ai noté, je me mais ouais, mais c'est génial, mais ça c'est des vrais problèmes. C'est des trucs que je ne pouvais pas rencontrer forcément dans leur vie, quoi. Donc ça c'était un soutien incroyable. Après, donc du coup, moi j'ai dû la transmettre aussi donc, à mes coéquipiers. Donc voilà, du coup, ça aussi, transmettre, ça m'a permis de voilà, systématiser un peu certaines choses. Et ensuite, mais il faut que je transmette plus maintenant. Et ensuite, alors après, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit voilà, tout le sommaire en une fois avec des post-it. Je me suis enregistrée. Et j'ai lu mon sommaire et j'ai réécrit mon synopsis comme ça. Donc, c'est venu très vite en 2 jours. Proposé à Erol. OK, c'est parti, on y va. Et ensuite, je me suis calée, voilà, une semaine par-ci, une semaine par-là. En fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais genre sans me relire, vraiment en mode je, je construis et je me relis pas, mais par contre, je prends du terrain. Et après, en fait, j'ai demandé à Cassandra voilà, qu'elle me relise et donc elle travaille avec moi et qu'elle recrée des phrases un peu plus sympathiques des fois, un peu plus courtes. Et puis voilà, et puis après, donc, j'ai relu, j'ai réécrit, après j'ai relu et j'ai réécrit. Voilà, donc c'est une espèce de truc comme ça. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et je me suis aérée. Enfin, j'ai jamais écrit à Paris, à part la dernière partie où après voilà j'ai fait une petite interview, voilà, je fais des petites comme ça. Mais en fait j'aurais voulu avoir plus de temps pour passer beaucoup plus de temps avec les Sprint Masters et vraiment prendre du temps avec eux. Ça c'est ce que je regrette vraiment, je le dis, parce que je l'ai fait un petit peu, mais voilà, c'est avec les gens avec qui je travaille. Mais c'est un peu je voulais des gens vraiment étrangers à mon système. Voilà. Et du coup, ça, j'en ai pas tant que ça, c'est que les gens les alumni. Donc, du coup, j'ai hâte de voir. J'ai hâte, en fait, que les gens continuer à me poser les questions. Donc, sur le site, il y aura une partie FAQ et je ferai des questions de session-réponse régulièrement, je pense tous les mois, sur le sujet, parce que, en fait, j'adore en fait, vos problèmes. Donc, en fait, il faut tester la validité du système. Est-ce qu'il marche complètement, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Bah, a priori, et manifestement, si tu écris ce livre, c'est qu'il est complètement adapté à ta façon d'appréhender des sujets. Ce qui va être intéressant, c'est de voir effectivement de la même manière que la façon dont les gens se sont emparés du système. Enfin, c'est pas un système, c'est une recette vraiment de Knapp. Comment ils vont s'emparer du système que tu vas nous décrire, effectivement. Ouais, j'ai hâte. Franchement, ça m'intéresse vachement. Ça va nous intéresser aussi de voir un peu tout ce qui se dit et je pense qu'on aura envie d'en parler pas mal. Ouais, Est-ce que tu as eu des moments où tu as rencontré des difficultés particulières, des moments de doute où voilà, si tu peux nous raconter un peu les moments forts. Oui, bah moi, ce qui me posait problème, c'est qu'en fait, je voulais pas que ce livre soit contre Jack Knapp. Enfin voilà, je voulais vraiment pas que ça soit un truc. Ouais, moi j'ai fait mon sprint à moi et qui est contre. Alors c'est vraiment pas du tout. Je veux le dire parce que quand j'écrivais, je me disais mais en fait c'est pas possible de faire comme ça, etc. Enfin comme le propose la recette Jack Knapp. Mais en même temps, voilà, lui pour moi il a écrit ça à un moment donné, voilà, dans un cadre donné. Et c'est bien normal et je suis ultra contente qu'il ait fait toute cette com et tout ce truc autour du design sprint parce que ça permet de faire rentrer le design dans les entreprises par la grande porte. Mais voilà, moi ce que je propose, c'est plutôt un sprint qui s'adapte aux entreprises, aux problèmes, aux gens. C'est-à-dire que c'est 5 jours,
c'est quelque chose qui peut être aberrant pour certaines entreprises et pas pour toutes. Et le 5 jours, il est évidemment, moi j'ai ma forme 5 jours dans mes types de sprint, quoi. Enfin, évidemment, 5 jours, c'est génial. Donc voilà, c'était ça ma difficulté, je voulais pas paraître contre, en fait. C'est juste une approche qui est plus adaptative, on va dire. Et je trouve que c'est ultra bien d'être très radical, mais moi, c'est pas ma manière d'être. Et on y reviendra dessus. Et d'ailleurs, avant de plonger, tu parles de Jack Knapp, et avant de plonger dans le cœur de ton bouquin, il me semble que j'ai vu dans le sommaire un paragraphe qui s'intitule Mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas tous aussi charismatiques que Jack Knapp. Et la question que je voulais te poser, c'est en quoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'il faut bosser la facilitation. Parce que du coup, en fait, Jack Knapp, il a trop le swag, quoi. Enfin, le mec, il est ultra grand, vraiment, il est trop cool, quoi. Enfin, C'est un Américain, il quoi. va- C'est un l'américain. Américain. C'est Voilà, donc l'Amérique. lui, bah, quoi qu'il fasse, et en plus, il a travaillé chez Google. Enfin, il a tout le Il a tout. curriculum. Donc voilà, donc lui, quoi qu'il fasse, de toute manière, il sera annulé. Et tant mieux pour lui. Sauf que voilà, nous simples humains, enfin, voilà, enfin, voilà, il faut qu'on bosse d'autres choses, voilà, pour accéder à ce niveau-là. Il faut C'est qu'on vrai. bosse les comptes. Voilà. On en C'est parlait la un peu facilitation. dans le premier épisode avec Quentin. C'est vrai que c'est les moments de frayeur où on se dit finalement tu te tournes vers Jack Knapp en disant mais c'était pas prévisible. Quand tu lis le livre, tu t'attends pas à ces moments de difficulté, à ce truc-là. Et en fait, c'est vrai que si tu vas un peu des fois au bluff, que tu laisses pas voir le doute, ça passe. Mais si tu le sais pas et que tu es piégé, en fait, tu le sens, ça te fait stresser pas mal. Donc en effet, un point sur la facilitation, je pense que ça peut rassurer tout le monde et faciliter le Mais boulot. juste un petit mot là-dessus, juste ça, parce que ça, c'est un point important, si ça peut en soulager certains. Assumer ses erreurs, c'est vraiment la force d'un bon facilitateur. Alors ça, c'est un truc on l'apprend, on l'enseigne toujours parce qu'en fait, les gens ont toujours peur de faire une connerie. Et ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est comme ça que ça crée des frictions, c'est comme ça que en fait, c'est pas grave, les gens ne vous jugent pas en permanence, en fait, c'est vous qui vous jugez. Mais il faut accepter l'erreur parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes toujours ah ouais, on peut toujours améliorer, quoi, on peut toujours faire mieux. Et donc ça, c'est ultra important comme manière de penser dans un sprint, vous êtes toujours en train d'améliorer, quoi. C'est vous, c'est votre job, quoi, de tirer les gens vers le bout, quoi. Donc, il faut être motivé, quoi. Il faut être positif, quoi. Voilà, donc assumez vos erreurs, c'est bon. Du coup, Voilà, après, voilà. je voulais moi revenir aussi sur ton, alors, au cœur de ton livre, du coup, du paradigme sur duquel tu construis ton livre. Au cœur de ton travail, il y a cette notion d'adaptabilité qui est tirée du principe qu'un process de design doit s'adapter au problème qu'il est censé résoudre et au contexte dans lequel émerge ce problème. Et dans ton livre, tu nous expliques que dans ton travail, il n'y a pas un, mais des sprints, mais des design sprints dont on a parlé. Et tu as pensé, du coup, on en a parlé au tout début, un système de sprints qui est découpé. Donc là, commence à rentrer un peu plus dans le détail, découpé en 3 grandes typologies de sprints, si je ne me trompe pas, dans lesquelles on trouve 9 sprints. Donc on a 3 grandes typologies de sprints, dans lesquelles il y a 9 sprints. Et ces sprints sont modulables en fonction des besoins. Tu nous en diras un petit peu plus. Et c'est un paradigme du design sprint qui s'oppose radicalement, effectivement, on en parlait au début, au one size fits all de Jack Knapp. C'est bien ça, on est d'accord sur ces 3 typologies de sprint, 9 sprints, a priori, dans lesquels, j'imagine, te connaissant, qu'on va pouvoir aussi avoir des adaptations. Du coup, voilà, c'est bien ça, je résume bien ton système. Oui, voilà. En fait, c'est des exemples. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir 3 types. C'est le sprint in, c'est vraiment le cadrage. En fait, il y a plein de problèmes en fait, déjà, il faut valider la nécessité d'un design sprint. Est-ce qu'il faut, voilà, est-ce que le problème est assez important? Comprendre le contexte, déjà, la maturité de l'entreprise, le type de la problématique, la temporalité aussi, parce qu'en fait, si vous voulez faire un projet pour demain, ou pour dans un an, déjà, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même ambition, les mêmes investissements. Voilà, donc en gros, c'est ça. Après, il y a les livrables attendus. Pourquoi on fait ce sprint? Parce que souvent, pour la BNP, on avait travaillé plusieurs fois comme ça, mais c'est que il faut d'abord faire un POC, un petit proof of concept pour trouver un budget, pour ensuite faire un vrai projet. Et ça, le sprint est vraiment bien pour ça. Mais du coup, le livrable est important, le prototype. Donc, du coup, le prototype, ça ne peut pas se faire en 2 jours. Il faut au moins 3-4 jours. 4 jours. Donc, du coup, il y a cet aspect-là.
Après, c'est la donnée. Donc, s'il faut faire effectivement des interviews, il y a au moins une journée, au moins pour définir la problématique. Donc, en gros, c'est ça. Bon, déjà, c'est savoir où est-ce qu'on va. Donc, si avec la checklist, avec votre brief, si vous voyez que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont réunies, donc ça, je vous le dirai peut-être une autre fois pour la durée du sprint. Ouais, parce que c'est encore un gros sujet. Bon, ben voilà, vous voyez, donc c'est pas du tout mature, et dans ce cas-là, il faut faire un petit sprint de une journée ou 2 journées, et là, vraiment inviter le maximum de parties prenantes, voilà, pour travailler sur les problématiques, et après, on va extraire des problèmes en général, parce que c'est tellement flou qu'il y a plusieurs problèmes, et là, on se dit, est-ce qu'il y a plusieurs sprints? Et donc, c'est des sprints produits, c'est des sprints process, des sprints stratégie. De quoi on parle en fait? Donc, en général, les problématiques produits sont liées à des problèmes business et des problèmes process. Donc, en général, c'est pour ça qu'il faut faire. C'est pour ça que j'appelle aussi le sprint -1. Le sprint 0, c'est le sprint vraiment là où on va vraiment travailler sur le prototype et le test. Donc, c'est qu'il y a une antériorité à... Il faut aller creuser en fait dans le pourquoi on fait ça en fait. Pourquoi on fait ce putain de projet quoi. Parce que vous savez que quand on travaille sur un projet, une nouvelle fonctionnalité, ça va engendrer tellement de frais, tellement de coûts de maintenance, voilà, de formation, enfin voilà, de jours, etc. Voilà, vous savez ça. Il ne faut pas travailler à l'arrache. Donc du coup, il faut travailler sur vraiment quel est le problème, qu'est-ce qu'on doit résoudre. Voilà, et donc en général, les clients ne savent pas. Donc ça, c'est vraiment, peut-être c'est juste en France, hein. Peut-être les gens ne sont vraiment pas assez matures encore, hein. Mais après, dans certaines entreprises, donc là, quand vous êtes assez mature, donc là, 3 jours en sprint produit où vous avez toute la donnée, là, vous pouvez partir directement en conception, et bien voilà, bah, c'est cool, mais vous avez besoin de 3 ou 5 jours. Et après, c'est tout ce qui est actionné, le sprint out. C'est voilà, maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le planifie? Qu'est-ce qu'on garde sur le sprint à suivre? Qu'est-ce qu'on doit retravailler? Donc c'est là où il y a les micro-sprints, sprint planning et sprint spike qui sont là pour estimer, planifier ou aller commencer à aller un petit peu plus loin et travailler avec les développeurs. On retrouve là des outils du coup issus de l'agilité, j'imagine, tu nous en parleras, mais c'est le spike, le sprint planning, ce sont des choses qu'on trouve dans l'agilité. Donc pour résumer, dans ce que tu nous disais, c'est sur les 3 typologies de sprint, on a sprint in qui va adresser toute la partie cadrage finalement d'un sujet. Donc là, on va avoir différentes typologies de sprint dans lesquelles on rentrera plus dans le détail. Le sprint 0 qui va peut-être, de ce que j'en comprends, ressembler plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans un design sprint un peu traditionnel. Et dedans, il y a le fameux moonshot, puisque bon, parmi les 9 sprints, tu leur as donné un petit nom à chacun, donc on rentrera dans le sujet. Et dans la partie sprint out, donc actionné, donc là, on est sur quelque chose qu'on ne trouve pas du tout habituellement dans les sprints, par exemple, hein. C'est quelque chose si je ne me trompe pas. Pour moi, c'est juste essentiel, parce que c'est ce qui manque. Enfin, pour moi, voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout du process, quoi. Donc, quand on parle, Je pense, comment ça s'intègre dans le projet, quoi. Pour tous ceux, je pense, qui ont connu effectivement le fait d'avoir réalisé des sprints avec des équipes projets qui derrière devaient produire un véritable produit, devaient le faire pour le lancer sur le marché. Effectivement, je pense que les questions qu'on va adresser et que tu adresses toi sur ces sujets-là vont intéresser beaucoup de gens. Et nous les premiers. Que je suis ravie. Bon, mais ça, oui, ça c'est ce que j'avais vraiment commencé à travailler chez Adobe. C'est vraiment le truc. Allez, on y va, les gars. C'est que, ok, on a testé, mais maintenant, il faut y aller vraiment, quoi. Donc, c'est pour ça que le sprint, j'aime beaucoup. C'est très, très, très concret, quoi. Et qu'est-ce que tu gardes finalement du design sprint original? Les 5 jours. Non, alors, qu'est-ce que je garde? Moi, ce que je garde, c'est vraiment le côté... Enfin, voilà, on travaille. C'est vraiment ce prototype test. C'est que le prototype est de bonne qualité, quoi. Vraiment très, très précis. Pour moi, ça, c'est important. Quand tu dis un prototype de bonne qualité dans tes sprints, par exemple, tu t'arrives à... comment tu définis un prototype de bonne qualité? Je pense que c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que ça peut ouvrir un autre débat. Bon, vu qu'on est que 3, bon, je pense que ça va aller vite. Alors, moi, j'aime bien quand même quand le prototype... Alors, j'ai deux critères d'acceptation. C'est que, bon, déjà, il faut qu'il soit... qu'on ait l'impression d'être sur une interface.
pour un prototype papier, c'est bien pour des crash tests ou vraiment quand tu n'as vraiment pas de budget et que, ok, on y va, il faut le faire. Mais je pense que c'est pas vraiment très, très juste parce que vraiment, vous savez, quand vous concevez des interfaces, là, vous décidez de plein de choses encore. Donc, vous continuez à concevoir plus précisément. Donc, du coup, il faut que l'utilisateur, quand il teste, il soit quand même dans des conditions, voilà, plutôt, voilà, je suis un peu face à une réalité. Donc, moi, j'aime bien quand c'est déjà avec les design systems, enfin, voilà, que ce soit déjà un petit peu stylé, mais ça peut être quand même en noir et blanc et tout, ça marche, mais il faut que ça soit animé, qu'il y ait des vrais flows. Alors, évidemment, pas les flows, pas les petits écrans intermédiaires qui ne servent pas à grand-chose pour prouver la proposition de valeur, mais voilà, que ce soit quand même Mais je pourrais vous partager des choses qu'on fait, on peut faire des choses de super bonne qualité en une journée, quoi, avec beaucoup de flow, quoi. Donc, ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Oui, on reviendra sur ce sujet-là. Je pense que ça intéresse beaucoup. On n'est pas trop rentré dans ce sujet pour l'instant, mais ce sera l'occasion de le faire, effectivement. Et moi, j'avais une question, alors un peu rhétorique, mais c'est intéressant d'en reparler. Ça fait un peu plus d'une heure, beaucoup plus d'une heure qu'on commence à en parler, donc je pense qu'on sent la valeur de ton travail. Mais la première chose, c'est que je me disais, c'est est-ce que tu n'as pas eu l'impression de réintégrer de la complexité? Alors, une complexité, tu vas me dire, elle est nécessaire. Là où justement Jack Knapp avait réussi Oui, c'est vrai. l'exercice de simplification dont tu parlais au départ, c'est-à-dire de dire, bon, bah, le design thinking, c'est quand même une espèce de nébuleuse où chacun s'en empare de façon plus ou moins pertinente, une espèce de toolbox avec des principes, des mantras centrés utilisateurs, avec mobiliser des équipes pluridisciplinaires, activer l'intelligence collective, la co-création, etc. Et Jack Knapp avait réussi effectivement à sortir une version ultra synthétisée, pragmatique, recette processisée de 5 jours. Et là, d'un coup, boum, on réexplose les choses, on réouvre la boîte de Pandore. Avec, alors c'est probablement nécessaire, et tu es en train de nous l'expliquer, hein. Mais du coup, avec ça, voilà, comment tu gères cette réintroduction de la complexité du design justement dans le sprint? Oui, alors, donc complexité, oui, alors je pense que dans mon cerveau, ça a été complexe tout ça, mais après, je ne sais pas si ça sera complexe pour vous, hein, vous me le direz, parce que justement, je pense que ça, normalement, c'est quand même fait pour simplifier. Alors, pourquoi cette complexité? C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est vraiment le mot? C'est que pour moi, c'est plutôt... alors, attends, comment expliquer ça? C'est l'idée que voilà, trop simplifié, ça ne convient pas à toutes les entreprises, tous les budgets et même les expertises. Hein. Enfin, même vous, en tant que Scrum Master, en fait, c'est déjà 5 jours. Franchement, faites plusieurs fois des sprints de 5 jours, c'est ultra chaud, quoi. Enfin, c'est-à-dire même les équipes sont là, mais je ne le ferai pas plusieurs fois, quoi. Enfin, c'est quand même ultra, ultra long et compliqué, quoi, pour les gens. Donc, pour moi, ce qui était le plus important, donc pourquoi la complexité, c'est pour rajouter l'accessibilité, c'est pour qu'on puisse faire des design sprints. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est qu'on en fasse. C'est vraiment en mode Google, vas-y, allez-y. Vas-y, on essaie de rendre flexible, on essaie de s'adapter à l'équipe pour le faire parce que c'est trop puissant. Et comme ce que j'ai vu, entendu, et c'est toujours 5 jours, c'est beaucoup trop long. Donc, du coup, comment je vais faire en sorte que peut-être que vous faites une partie ou peut-être les intervenants viendront sur une certaine partie et que nous, on fasse 5 jours. Je ne sais pas, mais essayez de trouver un moyen pour que les gens le fassent, quoi. Enfin, que les clients se disent c'est à ma portée, ça va m'apporter quelque chose et surtout qu'on ne se plante pas. Enfin, en fait, moi, c'est ça aussi vraiment le problème, c'est que la recherche utilisateur, elle est souvent elle est vraiment de mauvaise qualité. Donc, soit en fait, il faut la cadrer en amont, donc faire l'extraire ou la faire pendant le sprint. Voilà, donc du coup, il faut que ça soit un peu séquencé, quoi. Donc, c'est just do it, quoi, mais 5 jours, c'est trop pas possible, quoi. C'est des pas de Non, mais mots, quoi. c'est vrai que la promesse d'adaptabilité est hyper séduisante. Alors, Thibaut, je laisserai en parler. Je ne sais pas où t'en es, toi, Thibaut, de tous tes sprints. Moi, personnellement, j'ai réalisé une trentaine de sprints, on va dire. La quasi-totalité en version 5 jours.
J'en ai peut-être fait 5, 6 en version 4 jours, on va dire. Et la plupart en version 5 jours, quelquefois avec des itérations, c'est-à-dire la semaine d'après, quasiment. Donc, effectivement, je partage avec toi le fait que c'est particulièrement éprouvant pour les équipes, pour le facilitateur. Même avec de l'expérience, ça reste éprouvant, effectivement. Et souvent, effectivement, c'est vécu comme étant un one-shot, c'est-à-dire comme étant un outil qui permet de lancer un projet. Mais on va perdre en fait la dimension itérative qui est quand même la base de ce qu'on appelle un design sprint, et qu'effectivement il y a nécessité et il y a urgence à trouver des formats qui soient peut-être un petit peu plus light, mais qui gardent en fait tout ce qui va faire la force et la puissance d'un design sprint, mais qui permettent de l'actionner beaucoup plus facilement opérationnellement. Et que ce soit beaucoup plus simple et organisé. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Thibaut. Moi, non, ce à quoi je pensais, c'est qu'en effet, une des promesses quand on parle de faire un sprint, je trouve, c'est de se dire on se donne le droit à l'échec et c'est pas un échec, c'est qu'on apprend à la fin. Et en fait, j'ai beau me dire ça, je me dis que les équipes, une fois, à partir du moment où elles ont acheté un 5 jours, elles ont ce truc où finalement ça devient de plus en plus dur d'accepter que derrière elles vont quand même se planter. Et la question, elle vient toujours au début, et si on n'y arrive pas, et si machin, etc. Et je me dis que d'avoir des formats plus courts, en fait, vont mécaniquement lever un peu tous les freins en disant le budget investi est moindre, etc. Et finalement, peut-être plus productif à la fin en disant, bah, ok, on a mis 1 jour ou 2 pour faire ça, boum, on y va, et on voit ce qu'on apprend avec la recherche. Et je pense que ça peut vraiment aider à promouvoir et changer de culture, en fait, c'est ce que tu disais avec le design sprint, quoi. Exactement. Et l'autre biais que j'ai pu voir, et ça j'étais très triste, j'étais très triste ce jour-là, c'est qu'en fait, voilà, tu as tout à fait juste, 5 jours c'est énorme, 3 jours déjà c'est pas mal. C'est-à-dire que quand vous êtes une agence, eh bien en fait l'entreprise va vous payer et dire t'as intérêt à réussir. Donc du coup, en fait même le Sprint Master peut un peu se biaiser un peu et faire sa recette pour qu'il y ait un truc sympa où j'ai vu aussi des designers reprendre tous les prototypes et refaire tout comme avait dit un tel parce que un sponsor voulait ça, alors il a commencé à faire ça pour que ça marche, quoi. Alors que non, putain, il faut que ça soit objectif, quoi. Enfin, donc, il faut le faire avec l'équipe, il faut accompagner, ça peut prendre du temps, mais il vaut mieux faire par petites touches, effectivement, dans l'idée qu'on va arriver effectivement à un résultat concret. Et effectivement, ça vous met en fait de la pression sur vous qui est mauvaise, hein, c'est vraiment la pression du résultat. Et ça, c'est vraiment sortir de Ouais, cette idée-là. mais là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité des facilitateurs? Moi, je sais que personnellement, j'ai aucun souci à gérer cette pression-là de la part des clients et de leur dire, mais il faut être complètement à l'aise avec l'échec aussi. C'est à nous, tu vois, tu parlais d'évangélisation, mais plutôt d'acculturation, mais l'échec, ce n'est pas un échec. Alors effectivement, ça peut paraître un peu facile de dire ça quand toi, tu es prestataire et que c'est pas ton produit, c'est pas l'argent, c'est pas toi qui investis de l'argent. Mais néanmoins, il faut être convaincu de la valeur de cet échec pour leur dire on vous a fait gagner et du temps et de l'argent et vous avez appris tout un tas de choses qui vont vous permettre soit d'abandonner un projet qui vous aurait coûté beaucoup trop cher, soit de pivoter derrière. Mais moi, j'ai la sensation quand même en parlant là que c'est pas la question d'un 5 jours. Alors oui, c'est long, mais ça dépend pour qui. Alors nous, on a l'habitude d'intervenir auprès de grandes entreprises ou de grands groupes, etc., Oui, qui ont voilà, plus les moyens de dégager du temps. Donc l'avantage, c'est ils ont plus de moyens, ils ont plus d'équipes, donc ils peuvent plus s'en dédier. Malgré ce qu'ils en disent, ils arrivent toujours à trouver, si le sujet est vraiment critique, si le sujet est vraiment risqué, tu arrives toujours à les convaincre du fait que 5 jours, c'est pas tant que ça. Là où finalement, ils auraient investi tout cumulé de réunions, d'allers-retours de mails, etc. Ils auraient investi beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, ils auraient mis beaucoup plus d'inertie dans leur projet. Donc ça, tu arrives assez rapidement à les convaincre. Par contre, tu peux avoir des équipes qui potentiellement, ce n'est pas toujours le cas, ceci étant dit, mais ça peut être un risque, des équipes qui sont moins propriétaires, moins passionnées, on va dire, par leur sujet. Mais ça reste quand même relativement assez rare parce que le process fait que les gens sont quand même plutôt embarqués et du coup très investis. Mais du coup, moi, j'ai pas envie, quand les clients viennent me voir en me disant ouais, au départ, ça paraît être beaucoup, j'ai plutôt envie de leur dire mais c'est pas beaucoup en fait, de leur faire la preuve du ROI. Et leur dire non, c'est pas beaucoup en fait, 5 jours, c'est vraiment rien par rapport à ce qui va se décider derrière, c'est vraiment rien en termes d'investissement, et oui, c'est une première étape vers un projet. À la fin, vous n'aurez pas effectivement un produit fini, il va falloir itérer.
Alors, ça se passe rarement dans des entreprises qui n'ont pas la structure, ni les process, ni cette pensée design, comme tu en parlais. Mais néanmoins, c'est quand même c'est ce qu'on a, les open doors, quoi. Ça permet quand même de mettre un pied dans la porte et de montrer à travers 5 jours, une première expérience de 5 jours, vous voyez la puissance des méthodologies de design. Et derrière, de voir, nous, on a vu des clients qui ont commencé, suite à des design sprints, à commencer à faire du guérilla. Alors, à leur manière, de façon un peu imparfaite et un petit peu biaisée, mais qui se sont dit, ah, mais oui, mais en fait, c'est hyper puissant d'avoir ces retours utilisateurs aussi rapidement. On ne pensait pas que c'était aussi facile de l'actionner et d'en faire. Donc, on commence à en faire et aussi d'ouvrir en fait ces tests utilisateurs auprès d'une population plus large. On a eu des clients, nous, qui ont, lors des tests, le jour 5, qui ont dédié en fait une salle qui était totalement ouverte et d'autres équipes pouvaient venir assister aux tests utilisateurs. Et ce qui a permis ensuite de faire un effet virus, quoi. Alors, en 2020, c'est l'année du virus. Bon, il faut en profiter, j'ai envie de dire. Mais non, mais c'est hyper important. Et derrière, du coup, d'arriver, voilà, c'est quand même un outil qui est quand même un outil formidable pour arriver à montrer par la pratique la puissance du design, quoi. Donc, quand vous pouvez, moralité, vendez du 5 jours. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le sujet. Vendez du 5 jours, mais ça ne peut pas passer effectivement, ça passe dans les grandes boîtes. Mais franchement, enfin voilà, après vous négociez, quoi. Voilà, vous vendez 5 jours et après vous voyez si ça marche ou pas, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est assez difficile hein, si vous n'êtes pas dans la catégorie grosse boîte quand même assez mature sur le sujet. Que ça passe, quoi. Enfin, voilà, je pense à tous les petites PME et qui ont vraiment besoin de design en fait dans les entreprises. Mais même dans les grands groupes, hein, enfin je veux dire, bref. Oui, mais tu as raison. Mais dans tous les cas, il y a une nécessité d'adaptabilité et aussi pour arriver à sortir de cet effet one-shot du design sprint. Justement, d'arriver à le rendre itératif, je pense que c'est nécessaire d'avoir fait ce travail effectivement d'adaptation, de modularité pour pouvoir arriver à lui donner les conditions de sa reproductibilité, quoi. Voilà. Et ça va être passionnant de rentrer dans le détail avec toi. C'est ça, parce qu'après, juste en une phrase, si vous n'arrivez pas après à vendre de la régularité, peut-être qu'ils ont un coach agile ou peut-être quelqu'un qui peut faire un petit peu de suivi et puis peu à peu, en fait, ça va devenir des tracks et après, ils vont passer à des vrais projets design. Mais ça prend du temps. Voilà, ça prend vraiment du temps. Mais c'est pour ça que mettez la petite graine. Comment dites aux gens, voilà, un sprint, c'est une belle acculturation, c'est une belle formation UX, on va dire. Pour moi, c'est la meilleure formation qu'on puisse faire sur un projet concret. C'est ce qu'on fait d'ailleurs tout le temps, c'est toujours des vrais projets. Mais ça ne s'arrête pas là, quoi. Enfin, voilà, si vous voulez vraiment, si vous êtes convaincu, voilà, après, vous penserez différemment. Enfin, toute votre organisation sera différente. Bon, voilà. Timing presque parfait. On est pas mal, non, au niveau du timing. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut ? Je pense que c'est parfait. On a annoncé la couleur pour la suite. Pressé de faire les prochains épisodes. Et puis surtout, on a réussi à l'enregistrer. Bravo. Génial. On est content. Ouais, merci. Hein. Je me suis un peu passionnée là. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Ah bah non. Mais c'est pas possible. Non, je pense pas. Au contraire. Au contraire. Plein de réflexions. Eh bien, ouais, c'est merci. Le moment de clore ce premier épisode. Donc, on le rappelle, hein, on en a parlé tout au début, mais merci à toi beaucoup, Pauline. On va se revoir. On va ressortir d'autres épisodes donc plus spécifiques. Le prochain, très probablement, c'est même sûr, on va rentrer plus dans le détail des fameux sprint in. Donc, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus précisément, notamment sur le déroulé méthodologique. On fera probablement un autre épisode sur les sprints 0 et puis sur le sprint out, ce sera probablement un 3e épisode, donc ils seront peut-être moins longs, aussi longs, un peu plus longs, peu importe, voilà, c'est gommette, on se laisse la possibilité de pouvoir, on laisse le temps au temps, voilà, là pour le coup on n'est pas dans un format sprint, on n'est pas timé, on se laisse le temps de pouvoir rentrer en profondeur dans les sujets et puis de discuter autour de ces sujets autant qu'on le pense nécessaire. Ok, merci. Merci encore. Merci à toi, Pauline, à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Gourmet.